Quand il y a des personnes qui entendent qu'il y a 70 personnes qui bossent avec nous, ça les choque. Ils se disent, mais c'est un site e-commerce, pourquoi tu as besoin de toutes ces personnes? Nous sommes le site numéro 1 en termes de ce qu'on représente, on est vraiment les plus grands. Il faut être passionné par le projet dans lequel on veut se lancer, parce que sinon, j'aurais arrêté il y a longtemps. Aujourd'hui, on reçoit Amina Tibi, une entrepreneure marocaine qui est à la tête de la plateforme Woulidati. Elle a aussi participé au développement de ICFlix, le Netflix du monde arabe. Participer à faire le streaming dans ma région, dans le monde arabe, c'était incroyable. Je savais que j'allais entreprendre, il fallait que je trouve the idea. Dans cet épisode, elle nous explique comment Woulidati est devenu un des leaders du e-commerce au Maroc, elle nous parle de l'importance de la culture d'entreprise et elle nous donne ses conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La stratégie de l'e-commerce, c'est pas juste on a un site et on vend en ligne, c'est vraiment pas ça, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Vraiment, notre objectif, c'était de démocratiser l'e-commerce au Maroc parce que les gens n'ont pas confiance. J'avais travaillé avec une boîte, c'est là où je me suis dit que si jamais je deviens patronne d'une boîte, je serai tout sauf cette personne. Vraiment, je voulais y arriver toute seule pour me dire un jour, I did it my way. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Amina Tibi, bienvenue. Merci. Welcome dans Next of Podcast. Merci beaucoup. Merci Très heureux de te recevoir. Tu es la fondatrice de Woulidati, donc le plus gros site e-commerce marocain de produits pour la maman, pour le bébé, pour l'enfant. Pour le papa aussi. Pour le papa aussi. Je suis très heureux de te recevoir pour parler de Woulidati, de ton parcours, comprendre comment tu as lancé ça, parler de e-commerce aussi, comment on lance une boîte dans l'e-commerce au Maroc qui a pris cette place-là très particulière. Et voilà, comprendre un petit peu tes choix et comment tu as fait tout ça. Parfait. Super cool. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter? Oui. Alors, Amina Tibi, Amina Sadawi Tibi, 36 ans. J'ai grandi au Maroc, entre Rabat et Kazan. Donc, j'ai été à Rabat jusqu'à l'âge de 14 ans pour mes études. Après, on est venu à Casablanca quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai fait d'abord l'école bilingue. Après, à Casablanca, j'ai été à l'école publique marocaine, donc qui était un très très gros choc. Donc déjà entre Rabat à Casa, en plus de passer entre une école privée à une école publique. Donc voilà, mais j'ai survécu. C'était mon père qui avait insisté à ce qu'on fasse l'école marocaine, l'école publique, parce qu'il vient d'une école publique aussi. Il a fait une grande école d'ingénierie, l'école Hassania, donc il croit vraiment à l'éducation marocaine, voilà, au système public. Donc j'ai fait ça. Après, je suis retournée à Rabat pour mes études universitaires. Donc, contrairement à ce que mon père voulait, j'ai pas fait d'ingénierie. Mon père, c'est une personne qui est très très brillante, mais malheureusement, ses enfants n'ont pas suivi. Ce qu'il voulait voilà. faire. Donc, moi, je m'intéressais plus au marketing, à la publicité. Donc, j'ai décidé de faire un bachelor Marketing déjà digital ou ça, je te dis, c'était en 2006, okay. 2007. Donc, oui, marketing digital un peu, mais c'était au tout début. Donc, plus marketing, publicité. J'étais fascinée par le monde des billboards, des spots publicitaires, de tout ce qu'on voyait un peu à la télé, à l'extérieur. Donc, j'ai fait des études en business administration. Donc, j'ai fait ça dans une école américaine, à Rabat, l'IHEM. Ensuite, je suis allée à Dubaï pour faire mon master en marketing stratégique. Okay. Voilà. Ok, on va revenir étape par étape sur ça. Moi, j'ai envie de comprendre justement, parce que tu vois, tu as un parcours très multiculturel. Tu as fait le système marocain. Après, je pense que tu as étudié plutôt en anglais. Bilingue, anglais. Ouais. Forcément bilingue, donc français aussi à un moment. Oui. Dubaï, donc tu as travaillé en anglais, tu es revenu et tout. Donc vraiment très curieux de comprendre tout ça. Avant de revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux un peu nous présenter aujourd'hui Woulidati ce que c'est ? Pour mettre un petit peu en contexte et comme ça après on refait l'histoire et on comprend comment t'en es arrivé là. Voilà, alors Woulidati déjà c'est un site e-commerce pour les enfants, les bébés, les parents en général, donc ça comprend toutes les catégories confondues dont les parents seraient à la recherche, donc que ce soit vêtements, jouets, périculture, livres, alimentation aussi, donc c'est un one-stop shop pour tous les parents, pour tous leurs besoins, les besoins pour leurs enfants.
Ok. Et donc, j'ai fait ça ici au Maroc. Voilà, donc c'était il y a à peu près 4 ans. Et là, c'est quelle taille, Oulidati? Ça correspond à quoi Alors, en termes de... nous sommes le site numéro 1, donc on parlait de ça juste avant, en termes de ce qu'on représente, on est vraiment les plus grands, parce qu'on a toutes les catégories confondues. Donc, en général, on trouve un peu de tout. On va trouver un site qui va faire des jouets, on va trouver un site qui va faire des vêtements, qui va te faire de la périculture, qui va te faire de la parapharmacie. Alors, nous, c'est vraiment, on a tout ça et beaucoup plus. Et aussi, ça s'étend sur plusieurs budgets. Donc, c'est vraiment, ça va du prix le plus bas au prix le plus haut. Ok, donc vraiment tout le process, quoi. La maman, Voilà. le papa. C'est vraiment, on est là pour tout le monde. Le bébé, ensuite l'enfant qui Exactement. grandit, etc. Et tout type de prix. Voilà. Ok, super intéressant. Tu disais, tu as fait des études de marketing, ensuite business administration, et après tu es allé à Dubaï. Est-ce que quand tu es allé à Dubaï, c'était... tu avais déjà travaillé au Maroc ou tu es parti pour tes études et tu n'avais pas encore travaillé au Maroc? Au fait, j'avais d'abord travaillé au Maroc pendant 1 année. C'était assez court parce que bon, j'avais travaillé avec une boîte qui, je vais dire, c'est-à-dire que j'oublierai jamais dans le sens où c'est là où je me suis dit que si jamais je deviens patronne d'une boîte, je serai tout sauf cette personne. C'est-à-dire que vraiment... L'opposé complet. Absolument. Il m'a donné la conviction que déjà, je voulais avoir ma propre boîte. Pour faire mes règles. Pour faire mes règles et pour faire mieux et pour traiter les gens d'une meilleure façon. Et donc, ça m'a un peu motivée, mais aussi, malheureusement, ça m'a poussée à quitter le Maroc. Parce que quand je parlais un peu avec tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde avait la même expérience. Et alors, qu'est-ce qui allait pas? C'était quoi Ce qui allait pas, c'était le système, c'était la manière de faire les choses. Tout était... on va dire que c'est des gens qui font des choses d'une manière très traditionnelle. En termes de hiérarchie? En termes de hiérarchie, en termes de... Enfin, des choses toutes simples comme... voilà, il y a une histoire qui m'a toujours marquée, que je raconte tout le temps ça un peu à tout le monde, parce que ça m'avait vraiment choquée. C'est-à-dire que déjà, ça me prenait 1h30 voire 2 heures pour arriver au bureau. Donc, c'était très loin de là où j'habitais. Ouais. Et je faisais l'effort de me présenter, d'être là-bas à 8h30. Je me rappelle, ça commence à 8h30. Je sortais très tôt. Je sortais à 6h30 du matin. Okay. Et je suis assez têtue comme personne. C'est-à-dire que j'aime faire les choses à ma manière. Et c'est-à-dire que mon père, il me disait, prends ma voiture. Vas-y, ne prends pas le transport public. Moi, je refusais. Je me disais que je vais le faire moi-même. Donc, je prenais le train d'abord. Donc, je prenais le train. T'étais à Casa, c'était à Rabat? Non, j'étais à Casa. Mais c'était à Bouskoura. Donc, il fallait... Le travail était à Bouskoura. Donc, il fallait que je prenne le train pour arriver à Bouskoura. Que je prenais un bus, après un taxi, pour être là-bas à 8h30. Donc, je faisais en sorte d'être vraiment là-bas à 8h30. Ok. Alors, une fois, j'avais peut-être 2 minutes de retard. C'est-à-dire qu'il fallait en arriver, il fallait pointer. Il était 8h35, quoi. 8h37. Okay. Franchement, sans déconner. Okay. Alors, le patron, il rentre. Déjà, je déteste ce terme, le patron. Donc, on va dire qu'il aime bien être le patron, donc on va l'appeler le patron. Il m'appelle dans son bureau. Il me dit, Amina, tu étais en retard aujourd'hui. Je me dis, non, c'est pas possible. Je suis tout le temps à l'heure. J'étais là à 8h32. Bon, je ne savais pas. J'étais à 8h30. Il me dit, non, tu as eu 2 minutes de retard. J'ai vu sur la pointeuse, tu as 2 minutes de retard. Je lui dis, mais... Ok, d'accord, désolé. Je lui dis, ça me prend 2 heures pour arriver ici. J'ai pris le train de 6 heures, je ne sais pas quoi. Il me dit, la prochaine fois, tu n'as qu'à sortir 2 minutes plus tôt de chez toi. Après, je le regarde. Ouais. Bon, ok, d'accord, c'est noté. Et c'est là où je me dis que bon, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que pendant, on va dire, j'avais passé 8 mois avec eux. Je faisais tout déjà pour être là-bas à l'heure. Ouais. Je voulais apprendre, je voulais un peu... voilà, c'était ma première expérience. C'est parce que c'est une volonté de montrer l'autorité ou ça vient d'où ça? Je sais pas, franchement, je comprends pas ça. Et c'est quelque chose que j'entends. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que je suis le patron, je suis Moulchkara. En général, on a ça avec Moulchkara. Donc, vous êtes là, vous devez être reconnaissant que je vous donne un job. Je vous paye, donc je veux m'assurer que je vous paye pour 8 heures. Vous devez être là pendant ces 8 heures. Ouais. Et parfois, quand on voulait sortir à l'heure, il n'était pas très content. Donc, il n'est pas content qu'on soit là un peu en retard, mais il n'est pas aussi content quand on quitte à l'heure. Donc,
qu'est-ce que tu veux? Et du coup, ça Donc, pousse pas une mentalité où tu as envie de quitter un peu plus tard pour faire plus. Voilà. Tu feras toujours juste ce qu'il faut, en tu sais fait. quoi, Tu je vais rentres dans faire un truc où tu fais exactement ce qu'il Je faut. vais faire Même mes- si tu as mes une heures. mentalité où tu veux bien bosser, Et tu vas vraiment, rentrer dans ça. Ça va j'étais fraîchement, j'étais diplômée, j'avais tellement de choses que je voulais appliquer, je voulais apprendre des choses, je voulais vraiment faire un changement. Mais au fait, on se rend compte que non, bah, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à changer. Je te dis quoi faire. Tu es là à l'heure. Je m'attends à ce que tu sois là à l'heure, que tu fasses tes heures. Fais pas moins. Pas plus. Ne viens pas me dire qu'on peut faire les choses différemment. C'est ma société, c'est ma boîte. Moi, je te paye. Ouais. Donc, et ça vient de quoi? Ça vient de l'école aussi, peut-être? Je sais pas. Ça vient de l'école. Alors, c'est aussi une ancienne école. Donc, voilà, comme je disais, c'est une personne qui était... voilà, il faisait les choses traditionnellement. Ouais. Donc, Mais ça, on va y revenir, parce que moi, j'ai vu des vidéos sur vos réseaux et j'ai eu des retours sur pas mal de gens qui ont bossé dans ta boîte, qui sont hyper contents, qui disent qu'il y a une super ambiance et tout. Donc, on va y revenir. Tu m'expliqueras comment tu as réussi à créer un peu cette culture. Parce que je pense qu'il faut la créer au début et après, tu peux pas non plus... Mais il faut la garder aussi. Il faut la garder aussi. Et c'est pas facile parce que voilà, souvent on se dit qu'il y a des personnes qui vont en profiter et c'est vrai, il y en a qui vont en profiter, mais au fait, la majorité ne vont pas en profiter. En général, quand tu donnes, quand tu laisses les gens et tu leur fais confiance. Exactement. Et les gens, ils apprécient ça parce qu'ils ont aussi eu des expériences qui étaient similaires à la mienne. Ouais. Donc, quand ils se retrouvent dans un environnement comme ça, ils ont envie de plus donner, ils ont envie de produire. Ils sont là vraiment à se battre tous les jours comme si c'était leur propre business. Et ça n'a pas de prix. Ouais, ok. Pour reprendre un peu le fil, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais quitter ce premier job et du coup, tu veux faire un master? Ou, enfin, comment ça se passe? Comment tu te dis que tu vas aller à Dubaï, je vais aller à l'étranger, faire un master? Comment ça se passe tout ça? Alors, déjà, je savais que je voulais faire ce master, mais je voulais me donner au moins 1 année à 2 ans pour travailler, pour économiser un peu d'argent, parce que, encore une fois, j'insistais à payer mon propre master. J'avais dit à mon père... Ça vient d'où? Parce que tu as dit plusieurs fois que tu avais vraiment l'envie de... Sur chaque truc, de dire, voilà, là, sec à 100%, etc. Ça vient d'où, ça? Au fait, je crois que ça vient de mes parents et surtout de mon père. Parce que mon père, il a commencé de rien. Mais vraiment. Okay. Donc, il a travaillé, encore une fois, comme je t'ai dit, il a fait une école publique, il a fait une très, très, très grande école d'ingénierie. Après, il a travaillé avec la SNCF, après l'ONCF. Ensuite, il a commencé de rien, c'est-à-dire qu'il a pris sa retraite anticipée, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, donc j'ai un peu grandi dans ça. Ma mère, elle faisait pareil, et souvent il avait des échecs, mais il se relevait à chaque fois. Et donc j'ai grandi en voyant ça. On a une famille de 5 enfants, donc c'est difficile de nourrir 5 enfants, de les envoyer à l'école, de leur donner le meilleur. On est 5 aussi, tout pareil. Donc, voilà. Et on est 4 filles et un garçon. Donc mon père aussi, il ne faisait jamais... C'est vrai, c'est incroyable. Il ne faisait jamais la différence entre les filles et les garçons. Donc déjà, on était les aînés, donc mon frère, il vient en dernier. Et au fait, il nous traitait comme des garçons. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une fille, tu es une femme que ça va être différent. S'il faut changer, je sais pas, une ampoule à la maison, je vais te montrer comment la faire. Parce que je veux qu'un jour, encore une fois, parce que il se peut qu'on soit pas là. Il se peut que, moi je ne veux pas que mes filles se disent qu'un jour elles vont se marier, que c'est leur mari qui va prendre soin d'elles. Non, il faut que tu fasses tout toi-même. Il nous disait tout le temps, écoutez-moi, le jour où je serai pas là, déjà je vais tout dépenser, tout mon argent je vais le dépenser, je vous laisse rien. C'est-à-dire que construisez votre vie vous-même comme ce que moi j'ai fait. Moi, je peux vous aider. Moi, je vais vous envoyer à l'école, à l'université. Pour lui, c'est très important d'avoir un diplôme parce que quand tu te relèves, déjà, quand tu as un papier, quand tu as un diplôme, déjà, tu peux trouver un autre travail. Donc, vraiment, on a grandi dans ça. Ma mère aussi. Moi, j'appelle mes parents des hustlers. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là à essayer de trouver quelque chose. Ils vont échouer, ils vont se relever. Donc, au fait, et je voulais faire pareil. Et je voulais faire ça moi-même. Donc, pour moi, c'est très difficile d'accepter de l'aide. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose que je vis jusqu'à maintenant. Mais donc, vraiment, je voulais y arriver toute seule pour me dire un jour, I did it my way. Donc, je l'ai fait moi-même. Et j'ai réussi ou pas, mais je me suis relevée. Donc voilà, donc je voulais d'abord travailler 1 année, économiser un peu d'argent pour te payer aussi ton master. Pour me payer mon master, parce que déjà mon père, quand j'avais dit Dubaï, n'était pas très très pour. Là, on parle de 2010, ouais, c'est ce que j'allais te dire. 2011. C'est pas comme déjà maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui vont faire leurs études
à Dubaï après avoir fait des Voilà. études au Maroc. Moi, pour moi, c'était pour travailler. Mais à l'époque, encore moins. Et même pour travailler, c'était pas courant. C'était pas du tout courant, franchement. Donc moi, je voulais faire ça parce que déjà, il y avait ma sœur qui était là-bas. Donc, elle était partie 6 mois avant moi. Donc, elle m'en avait parlé. Il y avait pas mal de personnes de mon université qui avaient fait la même chose. Et je me disais, Dubaï, c'est le futur. Déjà, je voulais un pays anglophone. Et en même temps, je voulais un pays qui soit assez proche de ma culture. Donc, un pays arabe, musulman. Donc, c'était un peu... Ça allait être une transition assez facile. Donc, mon père, il voulait que je fasse mon master en France. Voilà, c'était pas pour moi. J'ai fait des études anglophones, donc je voulais travailler je voulais rester dans l'anglo-saxon. Donc, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, si jamais ça marche pas, je peux toujours retourner chez moi. Voilà, je suis marocaine, j'ai ma famille ici, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai quitté cette boîte. Après, j'ai fait un peu de l'événementiel. Donc, j'ai travaillé avec Maroc Culture. On a fait Mawazine. On a fait le festival du film. Donc, c'est des choses qui me passionnaient. Et puis, voilà, j'ai pu économiser assez d'argent. Après, je suis partie voir mes parents. Je leur ai dit, voilà, je prends mon billet d'avion. Je me suis inscrite à l'université, j'ai été acceptée. Okay. J'aurais besoin de votre aide. Peut-être si jamais je ne trouve pas de travail et que je ne peux pas payer mon loyer, j'allais d'abord habiter avec ma sœur qui était déjà à Dubaï. Parce que là tu pars, mais tu vas faire des études, tu vas travailler aussi en même temps. Exactement, voilà, c'était un master où on pouvait travailler en même temps. C'est-à-dire que c'était des cours du soir. Voilà. Okay. Donc, il fallait trouver un travail pour aussi appliquer ce qu'on va apprendre et aussi pour financer ses études. Donc, c'est ce que j'ai fait. Okay. Je suis partie avec des économies qui allaient ça allait durer, je sais pas moi, 6 mois, voire 8 mois. Donc, j'ai très vite trouvé un travail. Et c'était ma première expérience à Dubaï, c'était ICFlix. Okay. Voilà. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Ok. Donc, ICFlix, pour présenter... ICFlix, quel film? Donc, normalement, tout le monde connaît. Normalement, parce qu'on a fait beaucoup de travail Voilà, il y avait beaucoup de travail. Donc, absolument, ICFlix, la présentation, elle est simple, c'est le Netflix du monde arabe. Absolument. On est d'accord. Voilà. Donc, idée géniale. Idée magnifique. Idée géniale, ouais. 2011. Exactement 2011. Et il n'y avait pas de Netflix dans le monde arabe. C'est-à-dire que Netflix existait depuis quelques années, mais n'était pas encore dans le monde arabe. Du tout. Il fallait avoir un compte aux États-Unis, faire son paiement là-bas. Je pense, ouais. Même au Maroc, le streaming, c'était pas du tout courant. Ouais, c'était plutôt le streaming piraté en 2010. C'était les CD. Écoute, c'était les CD, c'était les. On allait à Delbrelef pour prendre un CD. C'était la fin du CD. Je pense. Non, je dis ça parce qu'on a lutté très. Même en arrivant avec ICFlix. Oui. Et donc, comment tu rejoins ICFlix? Comment ça se passe? Parce que je crois que tu rejoins dès le début. Tu fais partie du lancement. J'étais la première. Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe, franchement, c'est parmi les meilleures expériences de ma vie. Franchement, c'était. Déjà, le projet, l'idée était juste magnifique. Et c'est drôle parce que pendant ma soutenance, j'avais fait ma soutenance sur le streaming, sur Netflix. Okay. Netflix versus Blockbuster. Donc, à l'époque, il y avait Netflix qui faisait aussi des DVD et il y avait le Blockbuster. Donc, Netflix, c'est quoi Blockbuster? Voilà, personne ne connaît maintenant, mais c'était le plus gros concurrent de Netflix à l'époque. Streaming? Non, c'était pas du streaming. Il n'y avait pas de streaming à l'époque. C'était parce que DVD. Netflix faisait du DVD aussi. C'est vrai, voilà, ils vendaient des DVD. Ouais. Donc, il y avait deux gros concurrents. Donc, Netflix, ils sont lancés comme le Amazon du film, en fait, du DVD. Au début, c'était le DVD. Voilà, et il y avait Blockbuster aussi. Donc, après, Netflix sont passés au streaming. Blockbuster n'a pas survécu, donc voilà. Donc j'avais fait toute ma soutenance sur ça, donc je connaissais très bien, ça me parlait. C'était très 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 intéressant et de faire ça et de participer à faire le streaming dans ma région, dans le monde arabe, c'était juste, c'était incroyable. Donc j'ai très vite rejoint la boîte. J'étais la première recrue, donc mon challenge était de tout faire à zéro, c'est-à-dire from scratch, vraiment un département marketing. Donc, j'allais me spécialiser dans... Voilà, Donc, tu étais la première employée. La première employée. Et c'était quoi ton rôle? Mon rôle, c'était vraiment parce que le streaming, c'est aussi une boîte de marketing. Donc, souvent, tout ce qui est tech, le marketing fait une très, très grosse partie de tout projet qui est tech. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de tech sans marketing. Donc, vraiment, il fallait d'abord commencer par le marketing. Bon, il y avait une équipe... Enfin, ils allaient travailler sur la tech, bien sûr, c'est obligatoire, mais il fallait faire le marketing à côté. Donc, il fallait déjà... Donc, c'était genre go-to-market, quoi. Il y avait que le nom ICFlix, il n'y avait pas de logo.
Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de vision, il n'y avait rien, absolument rien. Donc, le challenge était énorme, mais il était c'est-à-dire que j'étais tellement motivée par ça, de devoir faire ça à zéro et de faire partie de cette équipe qui va vraiment construire une boîte qui va révolutionner notre monde. Donc voilà, j'ai fait ça au tout début. Après, bien sûr, l'équipe a grandi, mais voilà. Donc, ma mission était vraiment de créer l'ICFlix que les gens connaissent. Et comment vous avez... Donc, ce qui est ouf, c'est que l'idée est géniale, c'est hyper intéressant. Tu rejoins cette boîte dès le début. Je sais qu'en 2015, je crois qu'il y avait plus de 250 000 abonnés, j'avais vu. Ouais. Donc, c'est énorme. Même plus, ouais. Donc, l'idée est hyper ambitieuse et vraiment géniale, mais comment, dans les faits, c'était quoi les grandes étapes pour réussir à développer ICFlix? Comment vous avez fait ça? Je vais dire que le plus gros challenge pour ICFlix, c'était la monétisation. C'est-à-dire que comment pousser les gens à déjà s'inscrire, à s'abonner et à payer tous les mois. Alors déjà, surtout dans des marchés comme le Maroc, on va dire qu'aux Émirats, c'était un peu moins. Aux Émirats, en Arabie Saoudite, les gens avaient l'habitude de payer par carte, ils avaient des cartes de crédit. Là, quand on vient un peu ici au Maroc, surtout nous, on s'est beaucoup intéressés au Maroc, c'était très difficile de demander aux gens de s'abonner et de payer par carte. Donc déjà, les cartes de crédit, la pénétration jusqu'à maintenant est très, 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 très petite. Et de leur demander de s'abonner d'une manière récurrente tous les mois. C'était la plus grosse barrière. Okay. Donc, maintenant, pour on va dire, surmonter ça, il fallait être créatif, il fallait trouver d'autres moyens. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé on va dire, de collaborer avec tous les opérateurs téléphoniques de la région. Donc, c'était une manière pour nous de récupérer de l'abonnement. Donc, les gens, le monde avait un téléphone portable, tout le monde avait un abonnement. Il y avait des abonnements qui étaient inclus dans certains abonnements. Exactement. Des abonnements ICFlix qui étaient inclus dans certains abonnements. Okay. Donc, on allait voir un opérateur téléphonique ici ou ailleurs. On leur disait, voilà, vous avez des abonnés, comme ça se fait ailleurs. Ouais. Mais on était les premiers à le faire dans cette région. Excellent. Donc, on leur disait, écoutez, on a du mal à avoir des gens qui vont s'abonner parce que voilà... Pour nous, la seule manière était de le faire par carte de crédit, par PayPal, voilà, donc des choses qui n'existaient pas ici. Donc, on vous demande de donner ça à vos abonnés au post-paid. Donc, c'était vraiment les gens qui avaient des abonnements. Okay. Leur facturer ça tous les mois. Et puis, voilà, il y avait des shared. Donc, on allait se partager un peu les abonnements. D'accord. Ok, excellent. Donc, vous utilisez des stratégies comme ça. Vous arrivez à 200 000, 250 000 abonnés en 2015-2016. Ouais. Comment cette histoire, elle se termine? Comment vous... Je crois que ça s'est arrêté ensuite ou vous avez revendu? On a revendu, exactement. Alors déjà... Donc ça, on parle encore avant Netflix. Avant que Netflix soit officiellement présent... Ouais. Avant la globalisation de Netflix. Exactement. Parce qu'il y avait un jour, c'était je pense en 2017, à Las Vegas, ils ont juste décidé pendant un séminaire de dire turn on va être présent globalement everywhere. Donc ça, c'était le plus gros choc chez nous et un peu pour toute la région. Parce que ça s'est fait d'une manière très très rapide, on s'y attendait pas et il fallait faire avec, donc il fallait s'adapter. Donc, bien avant ça, donc, comme j'avais dit, on avait réussi à avoir des partenariats avec tous les opérateurs téléphoniques de toute la région du MENA. Okay. Donc, vraiment, parce que c'était le seul moyen. On avait réussi ce challenge. Ça, c'est génial, donc, on n'avait plus de problème d'avoir des gens qui allaient s'abonner. Donc, déjà, on avait résolu ce problème. Après, il y avait d'autres choses qu'on voulait faire. On avait beaucoup d'ambition. Donc, déjà, on voulait encourager la production locale. Donc, on avait fait ça au Maroc. Moi, j'avais insisté à faire de la production au Maroc. Parce que les gros pays, donc ça a commencé au Moyen-Orient, ça a commencé à Dubaï. Moyen-Orient. Mais les gros pays où vous avez des abonnés, c'était Moyen-Orient, donc Émirats, Dubaï, Tunisie. Alors au début, c'était aux Émirats, en Arabie Saoudite, un peu comme voilà, c'est un peu courant dans la région. Mais vraiment, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le Maroc faisait partie de notre top 3. Ah oui, quand même. Okay, c'était un marché qui est très, très important pour nous. C'est-à-dire que beaucoup de personnes... Il y a pas beaucoup on va dire, de business ou bien de boîtes qui vont se dire « Allez, on va voir au Maroc ». Donc, c'est souvent un marché qui garde en dernier.
Donc, ils vont souvent aller au GCC, donc au Et pays pourquoi? du Golfe. C'est dû à quoi, Parce tu penses? qu'ils se disent que c'est un pays où il n'y a pas de... C'est un petit pays, il n'y a pas de pouvoir d'achat, c'est assez... c'est pas encore avancé sur plein de choses. Ouais. Ce qui n'est pas faux, mais c'est aussi une... on va dire que c'est une misconception. Ouais, et c'est une opportunité. Pour C'est une ceux opportunité qui pour viennent. d'autres. Voilà. Donc, pour nous, ça a été une opportunité. Donc, on s'est dit, déjà, on va localiser. C'est-à-dire que comment, déjà, on va dire, convaincre les gens de s'abonner avec nous. Oui, on va leur proposer des films américains, des films français, mais il faut aussi parler leur langue. Il faut aussi leur proposer des choses qui sont proches d'eux. Donc, on a commencé déjà à contacter toutes les productions au Maroc. Ok. Donc, tous les gens qui avaient des films, des séries. Ouais, parce que qui ça faisait la n'existaient différence. ailleurs, Même avec voilà. Netflix, ça fait la différence. Exactement. Donc, on a digitalisé tout ça et on l'a mis sur notre plateforme. Donc, il y avait des gens qui étaient très contents de voir des films marocains, des films qu'ils avaient regardés il y a très longtemps au cinéma, de les trouver en ligne. Donc, on a fait ça en Tunisie, en Égypte. L'Égypte, c'est le plus gros producteur de cinéma arabe. Donc, je me rappelle très bien avoir vu des montagnes et des montagnes de gros CD où ils avaient leurs films. Donc, on avait digitalisé tout ça, on avait créé la metadata. Donc, tu sais, même les bandes annonces, Ouais. les affiches, ils n'avaient même pas d'affiches pour leurs films. Ouais. Donc, c'était hyper passionnant. On a fait ça avec beaucoup de passion parce qu'on voulait vraiment donner une place au cinéma arabe. Ok. Donc voilà, donc on a fait ça pendant 7-8 ans. Donc en 2017, Netflix annonce la globalisation. Donc on s'est dit, c'est pas grave. Ils ont encore plein de challenges, ils ont encore plein de choses qu'ils vont devoir surmonter. Déjà, le paiement. Parce que nous, limite, on rigolait parce qu'on disait, ils pensent que c'est facile de demander à tout le monde de s'abonner, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Donc, effectivement, c'était un peu le cas. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas présents localement comme on l'était, parce que voilà, ce n'est pas un marché qui est important pour eux. Ils se disent que si la personne a une carte de crédit, ils vont s'abonner, sinon, ce n'est pas intéressant pour nous. C'est pas prioritaire. Voilà. Donc, on a réussi à survivre, comme j'ai dit, pendant une année, parce que surtout au pays du Golfe, donc... voilà, tout d'un coup, ils savent qu'il y a Netflix. Entre-temps, on avait beaucoup plus de concurrents. Ouais, donc, il y avait sûr. d'autres, il y avait le NBC. Il y avait d'autres players qui étaient, localement, qui avaient décidé de faire un peu la même chose. Ça coûte très, très cher de faire du streaming parce que, voilà, pour acheter les droits... en droit hébergement, d'image, etc. voilà, ça te donne pour une année. Vraiment, je parle des contrats de millions et des millions de dollars. Ouais. Et donc, pour monétiser tout ça, il faut avoir un certain nombre d'abonnés qui soient récurrents. Donc, voilà. Donc, on a réussi, on a décidé de chercher de l'investissement pour contrer à En tout ça. 2017-2018. En 2017-2018, voilà. Ok. Donc, on pensait que voilà, ça allait nous donner plus d'années. On avait même été contacté par Netflix, ils étaient intéressés par acquérir la Donc boîte. là, le but, c'est de lever des fonds. C'est de lever des fonds, voilà. Ok. Mais aussi, on s'est rendu compte que ça allait être très, très difficile de faire de la concurrence à Netflix À des parce gros que, players. voilà, il fallait beaucoup d'argent. Donc, on a trouvé un investisseur, mais il n'était pas intéressé par la région. Il voulait tout le logiciel, toute la tech, au fait. Il voulait vraiment la tech et tout ce qu'il y avait derrière pour son marché qui était l'Afrique du Sud. Donc, Ok, voilà. il voulait la plateforme Il pour voulait la l'utiliser dans un autre marché. plateforme avec, on va dire, l'équipe technique, parce que voilà, c'est l'équipe qui a construit Ok. la technologie, mais pour leur marché, à eux, pour l'Afrique du Sud. Ok. Donc, c'était MultiChoice, un très gros player, qui a jusqu'à maintenant, ils ont encore la technologie. Excellent. Donc, ils ont lancé leur ils l'ont propre utilisé streaming. en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud. Ok. Avant de passer à la suite, comment c'était cette phase de vente je sais pas, tu as des conseils pour des gens qui vont céder une boîte ou faire une levée de fonds. Comment ça s'est passé cette partie-là? Au fait, cette partie, c'était très challengeant parce que c'était un peu notre bébé. Ouais. Voilà, on a travaillé sur ça pendant 7 ans, on connaissait tout, on a tout fait, c'est-à-dire qu'on avait fait un très, très gros travail déjà d'éducation dans le marché. Donc, limite, on se disait qu'on a fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour qu'un géant vienne et récolte tous les fruits de notre labeur. Travail. Donc, c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Donc, c'était difficile à digérer. Mais après, il fallait, comme on dit, face the music. Voilà. Ouais. C'est les faits sont là. On a tout fait. Il faut voir les chiffres. Il faut voir, les chiffres sont devant nous.
il faut beaucoup d'argent pour pouvoir, on va dire, passer à l'étape coexister. d'après où tu Voilà. coexistes, où tu es rentable face aux gros Exactement. Donc, il y a un moment, il faut players et se tout. dire, Ok. on arrête, on arrête les dégâts Ouais. et on cherche on va dire, nos options. Ok. Donc, on avait pas mal d'options. C'était soit trouver quelqu'un pour... On a été contacté par des gens qui voulaient un peu de private equity, un peu qui voulaient prendre avec des VC, mais c'était vraiment, ça n'allait pas, on va dire, résoudre le problème qu'il fallait beaucoup plus que ça pour, on va dire, survivre face à un Netflix. Ok. Donc vraiment le choix ça a été difficile à faire, mais il fallait juste arrêter et récupérer le maximum qu'on peut et Ok. passer à autre chose. Donc, excellent. donc il y a un moment où au fait c'est très difficile dans la vie d'un entrepreneur quand il lance quelque chose et qu'il se dit que j'ai fait tout ça, c'est-à-dire qu'on voit le bout du tunnel, on se dit que on le voit le succès, on la voit la success story, mais pour être aveugle et se dire que non, je vais persévérer. Mais elle est difficile à la ligne entre très persévérer difficile. quel que Elle est très soit difficile. X et se dire en fait Mais là c'est le parfois, moment, tous les faits sont c'est le là. moment Il de faut passer, juste- c'est le moment de passer à autre chose. Il Parce faut que juste les voir. Ouais. il y a aussi ce côté-là où parfois c'est tellement difficile, mais il faut quand même se dire je vais continuer parce que voilà, on y croit, etc. On peut, ouais. Mais head la ligne, elle est difficile, mais ouais, quand c'est clair et à un moment Il faut t'es réaliste. vraiment. Il y a un moment, il faut draw the Ok. line. On voulait juste vous partager un nouveau projet. On a lancé la Next Wave Letter. Toutes les semaines, on vous envoie 5 insights, stratégies et conseils issus de nos discussions exclusives avec les plus grands CEO et entrepreneurs marocains. Donc, si vous voulez recevoir la Next Wave Letter directement dans votre boîte mail toutes les semaines, inscrivez-vous. Le lien est en description de cet épisode. Vous vendez ICFlix. Ouais. Comment se passe l'après? Parce que tu es la première employée, donc tu fais partie des cofondateurs en fait Ouais. d'ICFlix, quoi. Absolument. Techniquement, peut-être que ça a été créé juste avant, mais bon, c'est Ouais, voilà. c'était- ouais. On dit souvent que les reventes, après un gros cycle comme ça, c'est compliqué parce que c'était ton bébé, comme tu disais, etc. Et on passe à une étape d'après. Comment se passent les mois après? Comment vous rebondissez? Comment ça se passe? Déjà, c'était en 2018. Donc, j'avais ma fille qui avait 3 ans. Donc, toujours pas à l'école, elle était juste à la crèche. Donc, après avoir fait tout ça pendant 7 ans, après avoir travaillé jour et nuit, même quand j'étais enceinte, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique où, au fait, je vais rien faire. J'avais reçu plein d'offres pour faire ce que je faisais ailleurs. Ok. Donc, aux États-Unis, Ouais. à Amsterdam, à Dubaï, en Et t'as Arabie envisagé Saoudite. ou non? Tu disais que tu voulais ton propre projet. Je voulais mon propre projet. C'est vraiment difficile on va dire, de repasser au salariat après avoir fait, on va dire, travailler dans son propre projet, on va dire, pendant 7 ans. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, pour les gens qui ne le savent pas, c'est que ICFlix aussi, c'était la boîte de mon mari. Ok. Donc, on avait fait ça ensemble. Ok. Donc, c'était un peu notre bébé. Donc, vraiment, pour passer de ça au salariat, c'était envisageable pour moi et pour mon mari parce que il fallait faire un plan B. Donc, on se disait, on va se donner une année, on va rien faire, on va voyager. On va vraiment profiter Ok. parce que on n'avait pas fait ça pendant 7 ans. Ok. Donc, Donc va... tout ce dont vous n'avez pas profité, c'était le Exactement. moment On de... va le faire maintenant. Donc, Ok. on va se donner une année pour déjà voir quelle serait l'étape prochaine pour Ouais, nous. ouais. Peut-être qu'on va trouver de l'inspiration ailleurs. Donc voilà, parce que souvent, quand on est dans son propre projet, on est dans sa bulle, on est complètement à fond dedans, quand on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc on s'est dit, on va faire ça va nous faire du bien. On va faire le tour du monde. Vous êtes allé Donc où? Vous avez carrément, on fait a fait quoi? le tour du monde. Donc, Incroyable. on a fait l'Asie d'abord, après on a fait l'Amérique, on a fait l'Amérique du Sud avec un enfant de 3 ans. Donc on a fait tous les pays de Énorme. l'Amérique latine. T'as une anecdote, un truc qui te revient, je sais pas, un truc qui t'a marqué plein de trucs, j'imagine, plein de mais je sais trucs, pas, un truc franchement. qui te revient. J'ai l'impression qu'on a fait ça pendant une année, mais parfois je me dis que j'ai fait ça pendant toute une vie. Parce qu'on a fait tellement de choses, tellement de déplacements. C'est-à-dire qu'on est en Colombie aujourd'hui, dans 2 jours on est en Argentine, dans 3 jours on est au Brésil. Donc vraiment c'était limite très difficile À réaliser. Voilà, à réaliser. Mais après maintenant avec du recul, quand j'y pense, je me dis que c'était comme dans un rêve. Mais au fait, ça nous a fait tellement du bien et ça nous a permis vraiment de voir les choses d'une manière qui était différente, de voir ce qui se passait à l'extérieur, donc dans d'autres pays moins développés, mieux développés. Donc, c'était vraiment, on va dire, c'était du développement personnel pur.
pour nous dire, pour voir ce que l'étape prochaine allait être pour nous. Donc c'était aussi commencer à réfléchir un peu à l'étape d'après. C'était absolument, ça ne parlait que de ça. Ça ne parlait que de vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'on va faire, what's the next step. Donc vous en discutiez en gros. Absolument, c'était aussi en discuter. Voilà, parce qu'on recevait plein d'offres. C'est souvent dans l'immédiat, parce que le marché était tellement hot. Le streaming, donc avec... donc c'était beaucoup d'offres pour rejoindre des grosses boîtes en streaming. Avec une grosse boîte comme ICFlix à l'époque qui allait fermer, et que pour les cofondateurs, ils étaient disponibles. Ouais. Ils savaient tous les challenges qu'on avait survécu. Ouais. Ils savaient ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils voulaient qu'on applique pour eux. Donc on avait, mais vraiment, une tonne d'offres. Ok. Donc c'était c'était, on va dire, tempting. Voilà, donc ça... Parce que tu connais le playbook, entre guillemets, t'as bossé sur le truc. Donc, c'est-à-dire qu'on se disait, je me rappelle très bien avec mon mari, que si on prenait les rênes de cette boîte, on sait très bien ce qu'on va faire. Comment on va faire les choses. C'est quoi C'était quoi la boîte, tu peux le dire ou pas? On a été déjà Netflix. Ils étaient très, très intéressés, surtout par... Et pour la partie Moyen-Orient? Pour la partie Moyen-Orient, oui. Excellent. Il y avait Apple qui voulait recruter mon mari. Donc, il a fait tout le processus d'entretien et tout. Il y avait aussi Facebook aussi qui se lançait dans le streaming. Okay. Il y avait Google aussi, donc YouTube. Ouais, donc des donc vraiment énormes. tous les gros. Okay. Aussi, il y avait MBC. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillaient chez ICFlix et c'était un moment, sont parties travailler dans ces boîtes parce qu'il n'y avait personne dans notre région qui faisait du streaming. Donc, pour des boîtes qui étaient intéressées tout d'un coup. C'était parfait. Voilà, donc, qui c'est qu'ils vont recruter? Ils vont recruter les gens qui ont bossé dans ça. Donc, c'était parfait. Donc, vraiment, toutes les personnes qui ont bossé avec nous, ils ont trouvé leur place dans toutes ces boîtes, dans du Disney, dans l'OSN, MBC, Apple, Shopify, Spotify, Deezer. Donc, vraiment, tous les gros du streaming. D'accord. Ok. Et là, vous envisagez, mais finalement, ça se fait pas. Comment vous décidez de l'étape d'après? C'est-à-dire que vraiment, est-ce que c'est une approche en mode, je vais regarder des opportunités, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est plus, je fais d'autres choses et j'ai des idées qui arrivent? C'est quoi un peu la dynamique et comment vous trouvez ce que vous allez faire après? Donc, vraiment, c'est plus dans du... on laisse nos options ouvertes. Donc, oui, okay. On répond, on est à l'écoute, etc. On va faire les entretiens, pas de problème. Donc, mais entre-temps, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, mon mari était plus rapide que moi pour, on va dire, à trouver autre chose. Donc, il s'est lancé dans d'autres startups. Donc, il en a peut-être lancé 2 ou 3 à Dubaï avec des VC. Donc, il a réussi à lever des fonds pour faire des petites startups, mais c'était pas quelque chose qui le passionnait vraiment. Il voulait que je le rejoigne, donc je l'aidais un peu du côté marketing. Mais comme je disais, j'avais ma fille qui avait 3 ans, 4 ans. Et ça, je te dis, c'était en 2019. Donc, très vite, en 2019, je tombe enceinte. Donc après, là, je me dis, c'est impossible que je me relance dans le salariat. Donc, c'est clair pour moi que voilà, c'est tombé à l'eau. Même si j'envisageais travailler pour une de ces boîtes, c'est juste impossible parce que je sais ce que ça demande en termes d'heures de travail. Donc, je me dis, bon, je laisse mon mari un peu s'amuser avec ces boîtes, essayer de trouver quelque chose. Mais je voyais que ça ne le passionnait pas. C'était vraiment quelque chose, il se disait, je dois faire quelque chose, mais je vais trouver le clic. Alors, on habitait encore à Dubaï, donc tous les deux, on n'avait aucun revenu à Dubaï, mais on vivait dans notre maison avec notre fille. Voilà, on était 2 personnes qui ne sont pas du tout de Dubaï. Donc, mon mari aussi, il est palestinien, canadien. Il a grandi entre le Canada et les États-Unis. Donc, vraiment, 2 expats à Dubaï, sans travail, sans aucun revenu, qui vivaient de leurs économies. D'accord. Donc voilà, donc après 2019, je tombe enceinte et le Covid... Qui restait des économies après 1 an de voyage. Ah non, exactement, voilà. Donc bon, on est quand même assez prudent avec nos économies. Donc on sait ce qu'on a, on sait combien on veut dépenser et on laisse assez pour Douerzman, comme on dit. Okay. Donc après le Covid vient, donc 2019, voilà. Vrai. Donc tout d'un coup, voilà, tout le monde rentre à la maison. Donc il y avait le lockdown. Mon mari gérait encore sa boîte à distance.
Moi, j'étais vraiment pas du tout sur quelque chose. Donc, j'étais complètement concentrée sur ma fille. J'étais enceinte. J'avais une grossesse qui était très, très, très difficile. Ok. Donc, de toutes les manières, j'étais alitée. Donc, je n'avais nulle part où aller. Donc, pour moi, le lockdown, c'était rien du tout. J'étais déjà à la allait maison. rien changer. Ouais, J'étais ok. déjà Ok. alitée, donc pas de problème. Donc, c'est là, et je passais beaucoup de temps en ligne. Voilà, je passais beaucoup de Ok. temps sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, j'avais mon compte Instagram où je partageais un peu ma vie de tous les jours. Là, c'est là où tu mes as commencé voyages. Ou là, c'était pendant les voyages que tu as C'était commencé pendant à les partager. voyages. C'était pendant Ok. les voyages. Donc, vraiment, j'avais beaucoup de temps. Je voulais vraiment. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très multitask. Donc, j'aime faire plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas rester assise sans rien faire. Donc, même quand je voyageais, quand j'avais pris mon année sabbatique, je bossais un peu parce que je créais du contenu, je partageais des choses. J'étais là à faire des vidéos, faire de l'editing. Donc, vraiment, toutes les choses qui me passionnaient. Ok. Et je partageais un peu vraiment ma vie de tous les jours avec ma fille, un voyage avec un enfant de 3 ans. Ça parlait vraiment de voyage, de lifestyle, de mode, de fashion. Vraiment, c'est vraiment ma vie de tous les jours. D'accord. Rien d'extra. D'accord. Mais c'était pas dans l'idée d'être influenceuse, pas du tout. Mais c'était vraiment pour partager et pour aussi partager avec d'autres personnes qui allaient partager des choses avec moi, qui allaient peut-être m'inspirer à trouver quelque chose un jour. Parce que je savais que j'allais faire mon propre projet, j'allais entreprendre, mais il fallait que je trouve quelque chose qui allait me passionner. Il fallait que je trouve the idea. Donc, j'allais pas me lancer juste comme ça, comme un peu ce qu'a fait mon mari. J'étais vraiment là à attendre de trouver le truc qui était parfait pour moi. Ok. Donc voilà, je commence cette page. Mon mari, limite, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps sur les réseaux sociaux? Il comprenait pas, voilà, il n'a même pas de compte Instagram ou Facebook, Ok. donc vraiment, c'est pas du tout son monde. Lui, il est complètement tech. Mon mari, il est tech. Moi, je suis marketing. Ok. Donc, on est deux mondes différents Ok. qui, au fait, on va complètent. dire, se complètent à 100%. Donc voilà, donc je fais ça. Et là, je parle avec beaucoup de gens qui me suivent, ça partage. Donc c'est des partages d'expériences pour les enfants, pour plein Ok, de choses. Ça, ok. ça parle de tout et de rien. Ok. Donc pendant que je suis enceinte, donc je partage un peu mon expérience avec la grossesse, la maternité, les challenges que j'ai, voilà. Mais j'ai d'autres personnes qui partagent aussi leur expérience avec moi. Et donc là, je commence aussi à partager mes achats, voilà. Donc j'ai acheté ça, je vais dire, j'ai pris ça pour mon bébé, j'ai pris ça pour ma fille. Et donc, d'une manière très, très naturelle, c'était pas du tout de la publicité, c'était vraiment mes propres achats, mes achats personnels, des choses des marques que moi j'avais essayé avec ma fille, que j'avais adhéré, que j'avais apprécié, que je voulais encore acheter pour mon garçon. Donc, il y avait des mamans qui me suivaient, Ok. qui connaissaient pas forcément la marque. Donc, je leur parlais un peu de cette marque. Donc, j'étais Donc vraiment... des marques présentes aux Émirats, et des aux produits que États-Unis. t'achetais toi Voilà. pour tes enfants. Sans Ok. vraiment savoir ce qui se passe dans le Maroc, on va dire, ou bien dans toute la région. Parce que moi, je faisais souvent mes achats à l'étranger, à Dubaï déjà, parce que Dubaï, c'est un petit mini US en termes de marché de produits. D'accord. Donc, tout ce qu'il y a aux États-Unis, Qu'est-ce que tu veux dire on par le mini trouve. US? C'est-à-dire qu'il y a les mêmes types de Il y a produits les mêmes types de produits. qui viennent C'est-à-dire à que voilà, Dubaï. c'est limite un calque. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas, tous les expats, ils vont soit ramener des produits d'Europe, mais c'est souvent des produits américains Ok. qu'on ne trouve pas dans d'autres régions, dans d'autres pays de la région. Un peu comme le Maroc, on est très influencé par les produits européens, moins américains. Donc voilà, donc moi j'avais l'habitude d'acheter ces marques. Donc quand je partageais ça, il y avait des personnes qui me disaient « Ah, c'est top, elle est top cette marque. Ah, mais j'ai cherché, je la trouve pas ici. » Et donc voilà, c'est des choses qui me revenaient. C'était des gens qui me suivaient. Déjà, je savais pas que j'avais des gens qui me suivaient du Maroc. Ouais. Parce qu'en tant que déjà, mon contenu, il est purement anglophone. Donc, je parle en anglais, je partage mes stories, mes posts, tout, je partageais ça en anglais. Mais il y avait des gens qui me suivaient du Maroc parce que voilà, on est un peu la diaspora marocaine. Donc, il y a les Marocains du Maroc qui aiment bien suivre ces gens pour un peu, c'est pour l'inspiration, c'est pour voir ce qui se passe ailleurs. Des donc, Marocains de la diaspora. Voilà, Ouais. exactement. Donc, il y a... Et donc, je pense que c'est peut-être comme ça que tu as eu l'idée de Walidati. Donc, les gens, ils Absolument. te disent, moi, j'ai pas ce produit-là, tu te dis, je vais le ramener. C'est ça, Mais j'ai une c'était question ça le déclic. avant ça. Est-ce que quand tu te lances sur les réseaux, il y a déjà l'idée que... Parce qu'après coup, je pense que ça permet aussi d'avoir l'idée et ça permet de tester une idée. Puisque quand tu te dis, Absolument. je vais peut-être proposer des produits, on va arriver à Walidati Voilà, justement, ouais. bah, je pense que ça aide. Mais est-ce que tu t'es déjà dit, je sais pas trop quelle idée j'ai, mais je vais essayer de créer une communauté parce que ça m'aidera Absolument. ou là pas du tout? Là, c'était ça. Ok. C'était, je sais que je veux faire quelque chose dans le monde du digital parce que c'est tout ce que je connais. Ok. Donc, tout ce qui est en ligne.
dans le marketing aussi, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, D'accord. je sais que je veux faire quelque chose et je sais où je veux faire ça, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, vraiment, c'était vraiment à tâter le terrain. Donc j'ai créé cette communauté en me disant qu'un jour, quand j'aurai mon propre projet, j'ai des gens déjà qui me font confiance. C'est-à-dire que j'ai construit quelque chose. J'ai construit une communauté qui me fait confiance, qui me suit, qui, j'espère, un jour, quand je vais leur proposer ce produit, ils vont me faire confiance en achetant ce produit. Ou ils Donc, vont me j'ai dire, créé- en fait, pas du tout, et du coup, tu sauras que ça marche pas. Absolument, Plus exactement. Donc, rapidement c'est que si tu l'as pas. Ouais. Voilà, Ouais. donc Ouais. j'ai créé mon propre focus group, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand je veux lancer quelque chose ou quand je ne suis pas sûre, je vais poster ça à ma communauté, je vais leur dire, vous en pensez quoi? Et je reçois un feedback qui est vraiment énorme et qui m'aide, qui nous aide même maintenant à Oulidati, parce que à chaque fois, on se dit, il faut écouter le client, il faut écouter, on va dire, le end user. Ok. Donc là, tu te dis, bon, les produits que je montre, ils sont pas. Tu te dis, ils sont pas au Maroc, donc je vais me lancer directement au Maroc. Absolument. C'est quoi le Oulidati au début? J'avais jamais, c'est-à-dire que quand je voulais lancer quelque chose, je ne savais pas que forcément ça allait être au Maroc. Pour moi, j'étais à Dubaï. Mon mari n'est pas marocain. Ouais. J'avais construit une vie là-bas. Donc, j'ai passé 10 ans à Dubaï. Le marché, on va dire, de Dubaï, c'est tout ce que je connaissais de l'Émirat. Donc, c'est vraiment en termes d'économie, en termes de marché, c'était vraiment ce que je connaissais le mieux. Le Maroc, pas vraiment. Donc, il fallait faire beaucoup plus de travail. Après, quand je voyais que tout le monde me disait, toutes ces personnes me disaient, ah, elle est géniale cette marque, mais c'est dommage, on l'a pas au Maroc. Ou bien je vais parler de comment je fais mes achats, parce qu'encore une fois, c'était le Covid, j'étais alitée. Donc, les gens, quand ils voyaient que je faisais mes achats en ligne, que je recevais les choses à la maison, que c'était rapide, comme on avait dit tout à l'heure... Ouais, on parlait de Dubaï et on disait ça arrive hyper rapidement. Mon coiffeur, il venait chez moi à la maison. La pharmacie, elle me livrait à la maison. Le pressing, tout. Je faisais tout en ligne. Donc, tous les services étaient digitalisés. Je me déplaçais pour aller nulle part. Okay. Donc, quand je voyais que, au fait, c'était pas le cas au Maroc, déjà, je me disais, mais comment ça se fait? On est c'était en 2019, 2020. Comment ça se fait que maintenant, au Maroc, ce genre de service n'existe pas? Ou bien ce genre de produit? Donc là, je commence à parler avec ma famille. Mais si on rentre, tu vois, dans ça, qu'est-ce qui faisait justement que ça n'existait pas? Est-ce que c'était vraiment des barrières ou là, c'était que personne ne s'était lancé? Au fait, je me suis posé cette question. J'étais très, très naïve en me disant que personne n'a pensé à ça. Ouais. Moi, je suis tellement intelligente que j'ai pensé à ça. Top, allez, je le fais. Au fait, il y a beaucoup de barrières d'entrée. Okay. Et ça, on le réalise quand on se lance, quand on commence. Parce que je te disais au début que j'aimerais bien vraiment comprendre comment, tu vois, le monde du e-commerce et comment on lance une boîte e-commerce. Ça se développe beaucoup au Maroc aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui s'intéressent à l'e-commerce, comment on fait, comment on commence et tout. Donc, quand tu débutes, c'est quoi les premiers trucs que tu fais pour lancer Oulidati? Comment ça se passe? Alors déjà, voilà, donc comme on avait dit, donc j'ai trouvé, on va dire, un product market fit. Okay. Donc je sais ce que je veux, j'ai testé. Okay. Voilà, donc effectivement, il y a un très gros besoin. Donc les parents, les mamans, elles sont là à me dire que on a vraiment besoin d'un service pareil. Si tu lances ça, on a besoin, exactement, on a besoin de ce genre de produit. Alors là, je commence à leur demander quel genre de marque vous intéresserait, quel genre de produit vous voulez voir, qu'est-ce qui vous manque au Maroc. Donc là, voilà, je commence un peu à collecter toutes ces informations et à me dire je vais tester. Voilà. Okay. Donc je me lance pas aveuglement en me disant allez, je vais lancer le plus gros site parce que déjà je connais pas le marché. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Okay. Donc là, je teste avec quelques marques, quelques produits. Mais l'idée au début, c'était e-commerce, il faut checker si alors on a besoin. déjà, je savais qu'il fallait que ce soit en ligne. Okay. Donc, parce que toutes les personnes me disaient, voilà, il y a le retail, les gens, ils ont l'habitude d'aller au magasin, de se déplacer, mais moi, j'y crois pas. Moi, pour moi, non, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que je sais que ça viendra, c'est peut-être pas le cas maintenant au Maroc, mais je sais que ça viendra. Les gens, ils vont un jour se réveiller et se dire, mais en fait, je perdais mon temps à aller faire les magasins quand je pouvais avoir tout ça chez moi avec le service qui vient derrière. Parce que ça, c'est très important et on va y revenir tout à l'heure. D'accord. Donc là, je me dis, allez, on teste. Donc, je lance... Déjà, pour lancer un site, il n'y a pas plus facile. Donc maintenant, il y a des outils, il y a des outils qui nous aident avec rien du tout. Donc à tu fais lancer ça comment? Tu son fais ça toute seule ou tu... Je fais ça toute seule. Alors, Okay. je vais le dire pour les gens qui sont intéressés à faire ça. Je commence sur Shopify. D'accord. Donc vraiment, le truc le plus basique, c'est un abonnement qui te permet d'avoir... Tu as des templates, tu peux... Tu achètes ta template très, très facile. Tu sais que tu vas mettre des images, des produits. Tu as le checkout qui va avec. Donc là... Il faut trouver le nom, il faut trouver le logo. Donc, c'est un peu, on va dire, c'est les basics. By the way, le nom est génial.
Wulidati. Et ça, c'était Moi, vraiment... je veux l'histoire du Oui. nom, parce que c'est top. C'est vraiment ce qui avait pris le plus de temps, parce que quand je savais que j'allais faire ça, je me disais comment je vais l'appeler. Ouais. Donc avec mon mari, on a fait beaucoup de brainstorming, et je savais que je voulais un nom qui soit très, on va dire, très personnel, et aussi je voulais quelque chose qui soit marocain. D'accord. Donc déjà, je décide de faire ça au Maroc. Donc il faut un produit qui soit adapté aux Marocains. Et Wulidati, ça marche dans le monde arabe? C'est Oui. compris, je pense, non? Justement, donc Et c'est pour ça que... Wulidati. Parce que quand je demande à mon Enfin, mari, il c'est un me dit mot oui, qui est Wulidati, marocain, Ouladi. ouais. Absolument. Ça se dit... C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire Wulidati, mais ils comprennent ce que ça veut dire. Ils savent que c'est mes enfants. Donc voilà, donc l'idée de trouver le nom, il fallait trouver quelque chose qui parle à tout le monde, et quelque chose que... C'est-à-dire que quand quelqu'un l'entend, il va s'en rappeler. C'est pas un mot qui est difficile à dire, déjà, et c'est quelque chose que tout le monde utilise tous les jours quand ils veulent faire référence à leurs enfants. Donc, je dis ça très souvent, Wulidati. D'accord. Donc voilà, nom, donc, le nom, c'est site, très... au vraiment, début, si je dois site insister Shopify. sur quelque chose, C'est c'est le important. nom. C'est très, Tu vois, très plein de gens important. disent non, il faut juste se lancer et tout, mais non, toi tu dis le Ça nom, c'est dépend, hyper voilà, important parce que non. c'est quand même la première chose que les gens voient. Voilà, donc quand on veut lancer quelque chose où on a besoin que les gens viennent, c'est-à-dire que déjà, parce qu'avec des petits moyens, parce qu'on ne va pas se lancer à dépenser beaucoup d'argent sur le marketing, donc il faut qu'il y ait des éléments qui vont nous aider à nous faire connaître. Donc déjà, le nom, très important. Donc je voulais pas faire quelque chose qui était similaire à tout ce qui se faisait ici. Donc il y avait des noms qui sont en français, en anglais. Voilà, c'est très vanilla, comme je dis. Donc je voulais quelque chose qui allait rester ancré dans la tête des parents, et qui vont se dire, ah mais c'est génial, c'est tellement simple que ça nous permet de se rappeler de ce mot. Ok. Donc c'est comme ça que ça m'était venu. C'était quelque chose que je disais, Wulidati. Donc je parlais de mes enfants, donc je dis Wulidati. Donc là je me dis Wulidati. Donc voilà, donc le nom vient. Donc après, on va trouver le logo. Donc vraiment, c'est, comme j'ai dit, c'est les basics de lancer d'un business. Donc le nom, le logo, comme c'est un e-commerce, donc il faut lancer son site. Je ne vais pas aller trouver un développeur qui va me développer, que je vais payer je ne sais pas combien d'argent pour me développer un site qui n'a pas forcément tous les... je vais changer après. Que je vais changer, qui est difficile, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que moi. Je vais recruter personne. Je vais faire ça toute seule. Vraiment. Comme je sais faire, comme je sais très bien faire. Donc, je vais le faire toute seule, avec mes propres moyens. J'étais le designer, la personne qui faisait le marketing. Donc, j'ai fait on va dire, une petite formation en Photoshop pour pouvoir faire mes propres bannières, pour créer mes propres produits. J'ai commencé on va dire, à chercher des produits déjà, à contacter les marques, à faire du business développement, vraiment. Donc, j'avais plusieurs casquettes. Donc là, tu commences, tu testes avec 1 ou 2 produits, on est d'accord? Tu achètes ton stock comme n'importe qui. Enfin, comment tu fais? C'est quoi le premier produit et comment tu fais? Comment tu le vends? Je lance le site, très plus, important. Je suis à distance, voilà. Donc, il faut savoir que je suis à Dubaï et que j'ai lancé ça pour le Maroc. Okay. Donc, le stock, il faut qu'il soit au Maroc. Donc là, je commence à acheter quelques produits au Maroc, en local, parce que c'est plus facile à sourcer, parce que les gens, ils sont là, le produit, il est là. Donc, tu achètes, ils te livrent. Okay. Déjà, au début, tu es personne, nobody. Donc, tu appelles une marque connue ou pas. Tu lui dis que je suis un nouveau site. Déjà, site pour eux, ça parlait pas trop. Donc, t'as pas de magasin, t'as pas T'es qui? Tu vas faire ça en ligne, tu es chez toi. Donc, pour eux, c'est-à-dire que l'idée que les gens ont sur l'e-commerce, peut-être un peu moins maintenant, mais déjà il y a 4 ans, c'est que tu es chez toi, dans ta chambre. C'est vrai que ça a commencé comme ça, j'étais chez moi. Mais ils pensent qu'un e-commerce, c'est toujours quelqu'un dans sa maison avec un petit garage, quelques produits qui va acheter, qui va livrer. Ouais. Donc, il se dit, comment il va faire pour me payer? Donc, c'est normal. Un fournisseur, il va penser. Et comment tu convaincs le premier pour avoir ton premier produit, pour vendre ton premier produit? Je lui dis que voilà, déjà, je leur montre le site. Donc, je leur donne un compte guest, parce que le site était encore fermé. Pour aller voir un peu la plateforme, voir voilà, comment ça va être, comme quoi c'est légit déjà. Donc, il y a un site. C'est légitime. C'est légitime. Les gens, ils peuvent ajouter au panier, faire le check-out, donc paiement à la livraison. Donc, je n'allais pas encore faire d'intégration avec le CMI pour faire le cash paiement par carte. Donc, les gens payent par cash quand ça arrive. Voilà, parce que forcément, les gens ne te connaissent pas, ne te font pas confiance. Il n'y a personne qui va te payer par carte au début. Donc, après le fournisseur, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, je vais acheter, je te paye comptant à la livraison. Je ne vais pas prendre un stock énorme. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé avec des petits produits. Il y avait des marques, ça n'intéressait pas, donc c'est une petite commande.
Mais je leur disais, faites-moi confiance, je suis en train de tester, voilà. Donc, il y a des marques qui m'ont fait confiance, Ok. très bien. Donc, j'ai pu prendre quelques produits. Donc, déjà, il me fallait le produit pour mettre au site, sur le site, parce que je ne vais pas lancer un site qui est vide. Sans C'est produit. comme ouvrir un magasin où il n'y a rien sur les, Ouais. sur les rayons, donc c'est pas possible. Donc, j'ai réussi à faire ça. Et puis, j'ai importé quelques marques, mais vraiment à très, très petite échelle. Des marques qui n'existaient pas au Maroc, histoire de tester, de voir déjà s'il y avait... Ça t'a pas intéressé. Voilà, si c'était intéressant pour les Marocains. Donc, j'ai vraiment commencé comme ça, avec un tout petit budget. Donc, je lance ça, je l'annonce sur ma page Instagram. Très vite, les gens, ah ouais, c'est génial, on est derrière toi, dès que tu lances ça, on sera tes premières clientes. Je me disais, mais c'est génial. Mais bon, faut le voir pour le croire. Donc là, je lance ça en décembre. Je me rappelle très bien, c'était le 8 décembre 2020. Ok. Donc, en plein Covid. Et effectivement, à ma grande surprise. Et ça marche, les gens achètent. Dès que j'ai lancé le site, c'est-à-dire que le lendemain, on avait tout vendu. Ah, énorme. Et là, je me dis, c'est génial. Et il fallait m'assurer que j'allais livrer tout le monde à temps, parce que bon, c'est bien, ils ont acheté, mais il faut les livrer. Donc, une des choses, c'est-à-dire que ma vision, on va dire, pour ce site, c'était pas juste de faire un site où j'allais vendre des produits. Ça, c'est n'importe qui peut le faire. Mais c'est le service La qu'il y a partie derrière. livraison, comment t'as fait au début? Quelqu'un m'a dit qu'au début, tu livrais toi-même parfois. Absolument, absolument. Je sais plus qui m'a dit ça. Il y a beaucoup de clients Quelqu'un m'a dit qu'elle avait commandé chez toi et que tu lui avais livré. J'ai livré beaucoup de clientes, ouais. Elles sont toujours, il y a beaucoup de clientes qui sont toujours avec nous, qui me disent, je me rappelle la première fois, c'est toi qui m'as livré. Donc au c'est début, ta maman livrait? qui m'a livré. Donc c'est toi et ta famille? C'était ma famille, ma mère, mon père, ma sœur, mon frère, moi, quand j'étais au Maroc. Donc à chaque fois que je rentrais, j'allais vraiment prendre la voiture, aller faire le tour, livrer les gens, même dans d'autres villes. Donc vraiment, c'était à très petite échelle. Ok, donc service important, livraison, très important. Donc, c'était toi et les gens autour de toi. livrer le même jour, le plus tôt possible. Donc et les gens, en fait, ils étaient tellement étonnés de recevoir leur livraison le même jour, ou même le lendemain. Tu sais, au début, on n'avait pas commencé avec le même jour, mais déjà de voir que c'était légitime, j'ai acheté ça à ce prix, parce que aussi, il faut insister que ma stratégie aussi, c'était d'avoir les meilleurs prix. Donc, quand j'allais importer quelque chose, la ramener au Maroc, j'allais pas doubler, tripler les prix. Okay. Donc, parce que on vit dans un monde qui est digital, où les gens peuvent aller tout comparer en ligne. Donc, quand ils vont voir ce produit et qu'ils le comparent aux États-Unis, en Europe, et qu'ils voient qu'il est beaucoup plus cher, ils vont pas me l'acheter. Parce que les Marocains, on voyage. Si on voyage pas, on a de la famille qui habite à l'étranger. Donc, on va leur dire, est-ce que tu peux m'acheter ça et me le ramener? Donc, il y a pas... Et on n'aime pas se faire avoir. Donc, on n'aime pas se faire avoir. Et malheureusement, il y a beaucoup de produits que les gens ne peuvent pas acheter ici, parce qu'ils sont tellement chers qu'ils se disent, je vais laisser ça quand je voyage, je vais aller l'acheter. Okay. On est tellement proche de l'Europe que, voilà, les gens, ils vont en Espagne, ils vont faire leurs achats. On ne va pas le commander ici, c'est plus cher. Exactement. Donc, vraiment, c'était le prix, avoir des prix qui étaient compétitifs, avoir un service qui était impeccable, un service que moi, je connaissais, parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Sinon, les produits, on peut les avoir ailleurs. Et avoir aussi être à proximité du client, avoir le service client. On est là à l'écoute, on est là on leur dit déjà, si vous avez n'importe quel problème, on va vous changer le produit, on va vous rembourser, parce que ici, souvent, c'est-à-dire que les gens, ils ont cette mentalité, et c'est aussi parce que ça leur est arrivé. On achète quelque chose en ligne, et après, la personne disparaît. Parce que quand on a un petit souci, il n'y a personne avec qui parler. Les barrières, c'était, on a peur d'acheter en ligne. S'il y a un problème dans le produit, il se passe quoi? Ça y est, on le garde. Et juste si on regarde, par exemple, la comparaison avec aujourd'hui, tu penses que ça a changé? Aujourd'hui, les gens, ils achètent plus facilement? Ils achètent plus facilement, heureusement, parce qu'il y a d'autres... on n'est pas les seuls, heureusement. Donc, il y a d'autres services qui sont extraordinaires, comme Glovo, par exemple. Ouais. Donc, c'est un service... Moi, quand je suis rentrée au Maroc, je ne sais pas si j'aurais pu survivre au Maroc sans un service de livraison comme Glovo, parce que c'est des choses qui sont rapides, qui sont là, et ça a poussé les gens à faire plus confiance à acheter en ligne, à la commande en ligne. Donc voilà, il y a Jumia, il y a d'autres, il y a plusieurs players qui font que, c'est-à-dire qu'ils ont joué un très grand rôle dans la démocratisation de l'e-commerce en ligne. Et je sais que nous aussi, on a joué un très, très grand rôle. Donc, vraiment, notre objectif, c'était de démocratiser l'e-commerce au Maroc, parce que les gens n'ont pas confiance. Et je peux comprendre. Quand j'entends leur expérience,
Je peux comprendre. Quand on commande quelque chose en ligne, quand on paye à la livraison ou parfois par carte, déjà, il y a des risques d'arnaque. Il y a des gens qui vont jamais se faire livrer, qui vont se faire livrer après une semaine, qui doivent appeler. Donc, avec l'effort que la personne doit faire pour appeler, faire le suivi, elle est où ma commande? Quand est-ce que tu vas me livrer? Ou là, quand ils ont un problème, il n'y a personne avec qui parler. Limite, ils se disent, ça fait, je vais jeter ça. Laisse tomber, autant que je me déplace. Ils se disent, au moins quand je vais acheter dans un magasin, j'ai quelqu'un en face de moi. Donc, si j'ai un problème, je sais que je vais revenir là-bas et que je vais parler avec cette personne. Donc, c'était ça qu'il fallait changer. C'était ça le challenge. Okay. Ça a changé. Franchement, ça a beaucoup changé. Et donc, ça marche, vous commencez à livrer, etc., à avoir plein de clients, avec toujours ce focus sur le service, etc. Comment vous passez à l'étape d'après? Comment vous développez la boîte? Comment vous structurez ensuite? Donc voilà, donc au début j'étais encore à Dubaï, ce qui était difficile à gérer, mais j'étais la seule, comme je t'avais dit, des membres de ma famille qui m'aidaient à faire des livraisons, mais quand on a vu que au fait tout ce qu'on achetait, tout ce qu'on mettait sur la plateforme, ça se vendait, donc il fallait restocker, il fallait réapprévisionner, il fallait ramener des nouveautés. Donc là on s'est dit bon, ça c'est un bon business. Donc on doit s'y intéresser et au fait on doit tout miser. Donc avec mon mari, on s'est dit bon, on a des économies, donc au lieu d'aller faire ça dans un autre projet, il y a un projet qui est très prominent, qui est là, nous et qui fonctionne, qui fonctionne, qui a beaucoup de potentiel, mais pour réussir, il faut vraiment bien le développer. Donc là, je commence à faire des va-et-vient entre Dubaï et Casa. Mon mari qui m'aide en restant avec les enfants, donc je commence à recruter de nouvelles personnes. Ça commence vraiment avec déjà je trouver un entrepôt. Donc au début j'avais mon stock dans un petit appartement que mon papa m'avait cédé pour commencer. Donc là il fallait un entrepôt, il fallait du rayonnage, il fallait plus de produits, il fallait bien développer. Donc je commence à faire ça très rapidement parce que il faut savoir que c'est au bout d'un an. C'est au bout d'un an. Okay. Ça, c'était vraiment en 2021. En 2021. Exactement. Là, tu es entre les deux pays. Là, je commence à tout mettre en place. Entrepôt voilà, et une équipe. Pour bien développer. Voilà, il faut faire les piliers. Foundation, les piliers. foundations. Voilà, donc le foundation, il faut bien la construire pour pouvoir vraiment nous lancer. D'accord. Donc, et là, on se rend très vite compte que c'est pas possible de gérer ça à distance. Donc, avec mon mari, c'est lui qui m'a un peu poussé à faire ça. Il me dit, il faut qu'on rentre au Maroc. Okay. Donc, moi, je lui dis, écoute, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu n'es pas marocain, il connaît rien du Maroc. C'est-à-dire que il y va en tant que touriste. C'est magnifique. On va à Marrakech, à Tanger. Voilà, on fait le tour du Maroc, c'est beau. Mais c'est pas la vie tous les jours. Elle est complètement différente. Donc, il me dit, non, écoute, moi, je suis palestinien. On va dire, des compatriotes un peu de partout. Donc, je peux vivre n'importe où, c'est pas grave. Ok, très bien. On va au Maroc avec nos enfants. Donc, on rentre, on inscrit les enfants à l'école. Et là, on se lance à 100%. Il rejoint aussi la boîte parce que j'ai besoin d'aide. Okay. J'ai besoin de son côté tech, de son côté opérationnel. C'est marrant, tu avais rejoint sa boîte et ensuite il a rejoint c'est lui qui rejoint la mienne. Mais vous continuez à bosser ensemble. C'est juste, franchement, ça a ses challenges, mais c'est extraordinaire parce que c'est un partenaire tant à la maison qu'au bureau. Et c'est tellement important parce qu'on se complémente. Okay. Et je lui fais confiance, il me fait confiance. Donc, c'est pas comme quand tu ramènes quelqu'un d'autre où tu dois vraiment construire cette relation. Il me connaît, je le connais, il connaît mes réactions, je connais les siennes. Donc, vraiment, on se complémente. Quand moi, je suis pas là, il est là et vice-versa. Okay. Donc, on fait ça à deux. Je lui donne tout le côté opérationnel, tout le côté tech. Qui sait très bien faire. Et moi, je me concentre sur tout ce qui est développement, business dev, marketing, vraiment. Donc, l'image de la marque. Et lui, il fait, on va dire, le cœur de la boîte. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en 2021. On rentre au Maroc. Donc, très grand choc culturel pour mon mari, pour mes enfants aussi, qui malheureusement ne parlaient... Qui était en système anglais là-bas? Okay. Qui ne parle ni arabe, ni français. Donc là, alhamdoulilah, ça commence à changer. Donc,
On les a gardés dans le système américain ici parce que pour faire la transition, ça a été beaucoup plus facile. Et vous rentrez en 2022? On rentre en 2022, voilà, Ok. exactement. En début 2022, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Donc voilà. En fait, Wilidetti s'est développé hyper vite, je me rends compte. Hyper vite, C'est très franchement. récent en fait. C'est très récent. Parce que j'en ai Donc, déjà c'est là entendu où- parler il y a peut-être 2 ans, beaucoup. Oui. Et ça, c'était en fait 2-3 ans après le début. 2-3 ans, on s'est Donc, lancé c'était d'une rapide. manière, vraiment, c'était très rapide parce que on était là, on était présent déjà, on avait une vision qui était très très claire. Je savais vraiment c'est-à-dire que je savais ce qu'il fallait pour réussir. Et il fallait juste les moyens pour le faire. Donc là, on se dit, on se donne à fond. Tout ce qu'on a, on va l'investir dans cette boîte. Donc, on va créer de l'emploi, on va commencer à recruter des gens, Ouais. des gens qui partagent là, quand notre vous rentrez, vision. ça change quoi? Vous structurez encore plus, vous faites grossir la boîte? Là, ça devient plus sérieux, ça devient plus, on va dire, plus réel. Parce qu'on est là, on va au bureau, on n'est pas là à gérer ça de la maison, Ça au change téléphone. Ça change tout. Vraiment, parce qu'on voit les problèmes de tous les jours. Ouais. Et on ils on sont les réglés résout, rapidement. vraiment, on les résout sur le champ. On n'attend pas le lendemain avec le décalage horaire, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est vraiment, on est dans l'immédiat. Et c'est ce qui a fait qu'on a grandi très rapidement, avec des objectifs très clairs, avec une vision très très claire de la boîte, où on savait ce qu'on voulait faire et ce qu'on ne voulait pas faire, et on savait ce qui se faisait et comment on voulait faire les choses. C'est quoi un peu les difficultés que vous avez eues ou des choses que vous avez testées, ça n'a pas marché Alors, c'est souvent, bien sûr, on est dans la vente de produits, donc on ne sait pas ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Ah, parfois tu testes un produit et Tu ça testes un fonctionne pas. produit. Ok. Et c'est difficile parfois quand on importe le produit. Alors, c'est bien quand on l'achète localement, on peut tester, on prend des petites quantités, il n'y a pas de souci. On vend, si on ne vend pas, voilà, ça va prendre un peu de temps, mais ça va finir par s'écouler, on va faire des promos et tout. Mais quand on décide d'importer une marque, parce que, encore une fois, notre stratégie est de vendre tout ce qu'il y a au Maroc, c'est-à-dire que tout ce que les autres ont, on doit l'avoir sur notre plateforme. Et d'amener autre mais chose. de ramener autre chose, de ramener des choses que personne n'a ramenées au Maroc et d'introduire ça à nos clients, parce qu'il faut toujours faire des nouveautés. Donc, quand on investit sur une marque et qu'on mise sur cette marque, parce que c'est une marque que moi j'adore, que je me dis que ça va cartonner, et qu'on ramène un conteneur de cette marque et que, au fait, ça marche Il y a pas pas comme de- on le souhaitait, il n'y a pas vraiment la demande, il y a quelque chose qui manque, là, c'est ça le challenge. Ok. Donc, parce qu'on peut jamais savoir. Donc, c'est bien de ramener des petites quantités, mais quand on ramène de l'international, on optimise plus quand on ramène de Ouais. plus grosses quantités. Ouais. Et tu vois, tu parlais de produits au Maroc, etc. Moi, je regardais le site. Il y a un accent qui est donné sur des produits made in Morocco. Absolument. Voilà. Il y a pas mal de produits made in Morocco que vous faites. Ça, c'était une vision dès le début Ouais. d'aller chercher des produits qui sont faits au Maroc. C'était quoi l'idée? Alors, ça vient aussi comme ce que je t'avais dit, ce qu'on a fait avec ICFlix. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre le produit marocain En avant. Donc, vraiment de montrer que nous aussi, on a des produits et de les vendre en premier. Donc, avec Wilidetti, c'était pareil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artisans marocains. Il y a plein de marques qui se font au Maroc, mais à toute petite échelle, qui n'ont pas cette plateforme, qui n'ont pas la possibilité de la vendre en ligne ou même en magasin. Donc, ils font ça sur des pages Instagram, Facebook, voilà, en groupe et tout. Donc, l'idée, c'était de leur donner cette plateforme, de les mettre en avant et de vraiment de promouvoir le produit marocain, ce qu'on a appelé Bledi. Et ça, c'est-à-dire qu'on avait commencé ça au début, mais ça a été mis en avant vraiment en 2023 suite au mouvement du boycott, où moi j'ai participé très, très activement. Donc là, on s'est dit que pourquoi pousser des marques qui sont internationales? Pourquoi est-ce qu'on consomme ce genre de marques qui ne partagent pas les mêmes valeurs que les nôtres, alors qu'on a des produits qui sont marocains, qu'on pourrait substituer avec ces marques. Et ça vous a poussé encore plus à aller chercher des produits Absolument. Donc, c'était vraiment le côté de... On a le Made in Morocco et je préfère déjà, moi, en tant que boîte, investir dans ces marques plutôt que dans d'autres marques qui n'ont pas les mêmes valeurs que les miennes. Et aussi pour donner, on va dire, mettre en lumière ces marques. Génial. Et ça, c'était quelque chose d'important pour vous, de participer à ce mouvement-là? Voilà. Franchement, très, très important. Et on le fait à ce jour-là parce que, encore une fois, on a nos valeurs, on veut les garder, on ne va pas laisser... c'est-à-dire que, déjà, il faut comprendre que
tout produit a un substitut. Donc, il n'y a rien qui est exceptionnel. On peut acheter ça, mais au fait, on peut le substituer avec autre chose. Donc, ça, déjà, il faut le savoir. Donc, nous, en tant qu'entreprise qui achète ces produits, on a un très gros rôle parce que les gens qui achètent de chez nous, déjà, ils achètent parce qu'ils veulent ce produit, mais aussi parce qu'ils veulent le service qu'il y a derrière. Donc, si on leur dit, écoute, moi, j'ai pas ça, mais tu vas acheter ça, il y a de fortes chances qu'il aille vers ça, qu'il l'essaye, en se disant que moi, je préfère, voilà, je vous fais confiance, donc si vous me donnez ce produit avec le service qu'il y a derrière, je vais le prendre. D'accord. Donc, on a un rôle très important à jouer donc dans ce mouvement, déjà, parce que si nous, on investit et on donne de l'argent directement à ces marques, donc, ça, déjà, c'est des choses... Moi, je pourrais pas dormir le soir. Et ça vous a posé des problèmes d'un point de vue business ou ça s'est bien passé? Bah, écoute, heureusement, on est au Maroc, donc les gens, ils comprennent. On n'est pas dans un marché où ils vont se dire, mais le boycott, c'est quoi ça? Donc, le mouvement de la Palestine, il est important pour beaucoup de Marocains. Donc, les gens, ils le comprennent, ils l'ont fait aussi. Donc, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup apprécié ça. Après, bien sûr, côté business, c'est clair qu'on a perdu des marques qui avait un très gros chiffre pour nous, qui représentait un bon chiffre d'affaires pour nous. Mais on a très vite remplacé ça par d'autres marques et on n'a même pas senti la différence, franchement. Ok, très intéressant. On parlait au début de la discussion sur le fait que tu avais travaillé dans une boîte, que c'était compliqué, que tu voulais faire un peu le contraire et que je te parlais du fait que j'avais eu pas mal de retours sur des gens qui travaillent dans ta boîte et voilà, que ça se passe super bien, qu'il y a une bonne ambiance. J'ai vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux assez marrantes et tout. Comment tu as fait pour créer ça, pour créer cette ambiance-là? Comment tu as fait pour la garder au fur et à mesure parce que vous êtes combien aujourd'hui? On est 70 personnes. Voilà, quand même. Comment tu as fait pour garder ça et vraiment que ça reste dans la boîte, que ça se développe? Ouais, alors ça, franchement, ils sont tous mes Oulidati. Je les appelle, c'est mes deuxièmes Oulidati. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais c'est mes petits-enfants. Donc, c'est vraiment, déjà, comme je t'ai dit, c'était ma vision de comment je voulais avoir ma boîte un jour. Donc, c'est-à-dire que je me mets toujours à leur place. Je me dis, si moi, j'étais dans leur position, comment est-ce que je voudrais que mon boss me traite? Comment est-ce que je voudrais que ma place soit dans cette boîte? Parce que je sais que si tu me traites bien, je vais être beaucoup plus productive. Et j'ai essayé ça et j'ai essayé le contraire. Donc, j'ai vu la différence. Donc, je sais que c'est naturel. On est des êtres humains. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et au fait, je suis moi-même. Donc, je ne me force pas à faire les choses d'une manière ou d'une autre. Parfois, on me reproche d'être trop gentille, d'être trop flexible. Mais je sais que c'est-à-dire que derrière, les gens, ils apprécient, mais aussi, ils me donnent tellement. Ils me donnent, c'est-à-dire que 1000 fois plus que si j'étais là à leur dire « Ah, tu viens toujours en retard » ou bien « Tu n'as pas fait ça ou ceci ». Bien sûr, ils savent qu'ils ont des objectifs, ils ont des KPI qui sont très clairs, il y a des process qu'il faut suivre. Tant que tout ça est fait, pour moi, que tu le fasses à 10h du matin, 10h du soir, c'est pas important. Donc, c'est un peu ça on va dire, l'environnement que je voulais avoir et qu'on a maintenant. Et qui fait que beaucoup de personnes, ils sont tellement productifs parce qu'ils apprécient ça et ils comprennent ils travaillent à leur manière. Ils travaillent à leur manière et ils se disent que, au fait, plus je donne à cette boîte, plus elle me donne. Et il y a des fois où on a tous des hauts et des bas, donc il y a des fois où on est moins productif que d'autres. Moi, je serais pas là à leur dire « Ah, tu as pas bien fait ça » parce que les gens passent par des périodes difficiles, il y a des problèmes personnels. Donc, j'introduis un peu le côté personnel parce que je suis une personne, je suis une maman, donc j'ai un peu avec le côté soft en moi, ou comme je t'ai dit, je les considère vraiment comme Oulidati. Donc quand ils ont des problèmes, c'est mes problèmes à moi. S'ils ont besoin d'aide, de time off, de travailler à la maison, leur enfant est malade, la personne n'a pas bien dormi la nuit, je comprends parce que je suis passée par ça. Donc, c'est quelque chose avec mon mari où on a beaucoup de débats, pas mal de fois, où il est très... Lui, il est un peu plus carré? Il est un peu plus carré parce qu'il me dit qu'il faut faire les choses d'une certaine manière parce que sinon les gens, ils vont en profiter. Mais moi, j'ai une relation assez spéciale avec eux où je sais qu'ils ne vont pas en profiter, que si jamais ils font quelque chose, c'est qu'il c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Donc, c'est la philosophie de « je laisse faire ».
Après, je check. Après, je check. Mais je laisse faire. Mais ils Chacun savent sa très manière, bien mais par contre, je check. Moi, je suis dans les deux extrémités. C'est-à-dire que je laisse faire. Mais quand il y a un problème et que je vois que les choses n'ont pas été bien faites ou bien que la personne a abusé de ma confiance, alors je tourne au 360. Il y a un switch vraiment. 360. Il y a un switch 360. Ils me reconnaissent même pas. Okay. Et ils le savent. Et c'est un côté qu'ils n'aiment pas voir, qu'ils n'ont pas beaucoup vu, mais ils le savent très bien. Je pèse même pas mes mots, donc je suis tellement. Et mon mari, c'est le contraire. Il est très middle tout le temps. Ouais. Il est vraiment. C'est rare où on le voit vraiment s'énerver. Moi, je suis là. Et quand je m'énerve, je vais là. Ok, c'est intéressant. On parlait aussi de e-commerce qui s'est beaucoup développé sur les dernières années. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché e-commerce au Maroc? Ça en est où? Est-ce qu'en effet, ça s'est beaucoup développé? Est-ce que tu vois beaucoup de projets qui se lancent? Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, le e-commerce au Maroc, franchement, ça a beaucoup changé en 4 ans. Okay. Déjà, ce que moi j'ai vu, je sais que ça existait avant. J'ai rien inventé. Donc, quand je suis venue là, il y avait déjà des sites qui existaient, mais qui n'avaient pas vraiment, comme je le dis, ils n'avaient pas compris vraiment on va dire tout l'écosystème ou bien tout la stratégie de l'e-commerce. C'est pas juste on a un site et on vend en ligne. C'est vraiment pas ça. Tout le monde peut le faire, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, maintenant, quand il y a des personnes qui entendent qu'il y a 70 personnes qui bossent avec nous, ça les choque. Ils se disent, mais c'est un site e-commerce, comment ça se fait? Pourquoi tu as besoin de toutes ces personnes? C'est quoi tous les trucs autour? C'est la logistique, c'est le service client? Déjà, le service client, très important. La logistique, parce qu'on fait nos propres livraisons. Donc, bien sûr, pour les... Pardon, c'était une question que je voulais te poser justement. Oui. Est-ce que vous gérez vous-même vos livraisons? On gère ça. Alors, on va dire pour le Grand Casablanca, pour Rabat et Kenitra, on fait notre propre livraison. Vous avez votre propre équipe équipe, nos propres voitures, nos motos. On a une équipe à Rabat qui gère Rabat et Casa, Rabat et Kenitra, et une équipe à Casa qui fait le Grand Casablanca. Donc, ça va de Bouskoura, d'Arboueza, vraiment toutes les régions de Casablanca. Donc, ça, c'est une équipe logistique. Ça, c'est une équipe logistique c'est un très gros bras logistique qui ne fait que ça. Mais ça, c'est important parce que on donne la promesse du same day delivery, donc on livre le même jour. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir sa propre équipe de logistique. Donc, déjà, ça, c'est un très gros volet. Après, il y a le côté service client, parce que c'est important. Encore une fois, ça rentre dans le service. C'est ce qui fait la différence entre nous et quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc, on est là à l'écoute. Il y a plein de changements. Il y a des échanges. Il y a des gens qui vont... tu achètes des chaussures, des habits. C'est pas la bonne taille. Tu veux la changer. Donc, on est là. Il faut gérer ça aussi. C'est toute une gestion derrière. Donc, il y a les achats. Donc, forcément, on vend des produits. Donc, il y a de l'achat à l'international, il y a de l'achat au local et il y a de l'achat avec les Made in Morocco parce que tout ça, c'est des stratégies complètement différentes. D'accord. Donc, il y a une grosse équipe qui fait les achats. Après, il y a le côté tech, bien sûr. On a une société qui est tech. Donc, on développe nos propres applications de livraison, par exemple. Donc, nos livreurs, ils ont une application qui a été développée par notre équipe qui leur fait le suivi de toutes les commandes, les informations de la personne pour l'appeler, qui leur donne vraiment on va dire, le mapping de où aller en premier, où livrer. Donc, ça a été fait en interne. D'autres applications, bien sûr. D'accord. Il y en a tellement parce qu'on est bien sûr, on a commencé sur Shopify, mais on a développé ça au-delà de Shopify parce que il fallait vraiment faire les choses les choses qui allaient nous servir. Okay. Après, il y a le volet business développement, donc aller chercher des partenariats. On fait plein de partenariats avec des boîtes comme Glovo, des banques, avec Orange, Inuit. Donc vraiment où on offre notre service à leurs clients ou à leurs employés. D'accord. Donc voilà, on est là pour tous les parents, pour nos produits, ils parlent à tout le monde. Ok. Et donc tu disais souvent quand tu parles à des gens qui font ce qui est la plus grosse équipe qu'on a. Ouais. Quand tu disais quand tu discutais avec des gens dans l'e-commerce, ils se disent 70 personnes. Voilà, quand ils viennent au bureau. Donc, peut-être il y a quelques années, il manquait cette structure. C'est-à-dire il y avait pas encore beaucoup de boîtes e-commerce qui avaient ce type de structure. Exactement, parce qu'ils pensaient que l'e-commerce c'était tu as un site, parce que souvent c'était qui les personnes qui avaient les sites en ligne un peu dans notre industrie, c'était des magasins. Ils avaient déjà un magasin où après le Covid, ils ont décidé de faire une fenêtre, on va dire, en ligne
où tout ce qu'ils avaient C'est sur le site, quasiment une ils le vitrine vendaient de là-bas. ce qui Une était, vitrine, voilà, vitrine, pardon, pas fenêtre. Donc vraiment, tout ce qu'ils avaient dans leur magasin, ils le mettaient dans leur site et ils s'attendaient à ce que les gens fassent une commande sans faire de marketing, sans faire de publicité, sans faire de service derrière. Limite, ils disaient aux personnes, viens, je vais te livrer au magasin. Donc c'était pas ça manquait. Donc nous, quand on a fait ça avec cette structure, ça a choqué beaucoup de gens parce qu'ils se disaient, mais au fait, un site e-commerce, ça a besoin de tout ça, toutes ces personnes, toute cette structure, pourquoi? Donc là, ils commencent à le comprendre parce que et effectivement, ça demande tout ça et même plus parce qu'il y a encore plein de profils qu'on aimerait avoir et que, Inch'Allah, on va rajouter, qui demandent beaucoup d'investissement, mais on sait qu'on a besoin de ça pour pouvoir mieux se développer. Ouais. Donc là, on est vraiment, les 2 dernières années, c'était en plein développement. On a fine-tune tous ces aspects de l'e-commerce. Jusque-là, vous avez levé des fonds ou vous avez investi juste sur vos fonds personnels? Jusqu'à présent, c'est du fund personnel. Donc vraiment, c'est de l'investissement personnel. Là, on est en phase où on veut grandir encore plus parce qu'on commence à avoir des challenges où on se dit que voilà, on a atteint notre cap, on va dire. Donc pour pouvoir avancer et vous faire communiquez sur les chiffres ou pas du tout? Quand tu dis on a atteint votre cap, t'as des chiffres que tu peux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en termes je vais dire ça comme ça parce que, par exemple, je sais que dans un marché où il y a 40 millions d'habitants, ouais, avec beaucoup de parents, c'est-à-dire que avec un taux de natalité qui est assez élevé quand on voit dans d'autres pays, en Europe, etc. Donc il y a un besoin. On sait que le marché, il est là. On sait que l'avenir, c'est vraiment dans l'e-commerce, dans le digital, et on voit que les Marocains, ils commencent à y adhérer, ils commencent à y croire. Quand on voit qu'on n'arrive pas à atteindre un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de clients, on va dire pas d'abonnés, pardon, de clients, on se dit, il est où le problème? Quand on voit qu'il y a des Jumia qui peuvent avoir beaucoup plus de clients qu'ils ont actuellement, Glovo, nous aussi, on se dit, ils sont où ces clients? Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils ont les moyens d'acheter ou pas parce que, comme je t'ai dit, on est là pour tous les budgets. Comment on fait pour aller chercher ces clients? Alors, c'est un peu ça le challenge. Alors, moi, je sais comment parce que si on veut toucher à la masse, il faut leur parler là où ils sont. Donc, c'est à la télé, c'est à l'extérieur, c'est de l'affichage urbain, c'est de la radio. Ça coûte beaucoup d'argent. D'accord. Donc ça, c'est peut-être... c'est un très gros investissement. C'est peut-être les prochaines étapes. C'est un peu la prochaine étape. Vraiment, c'est si on veut être, on va dire, pour la masse. Parce que là, on est très niche en termes de clients. Donc, on a nos clients, on arrive à les toucher sur Instagram, sur Facebook, sur Google, sur YouTube. Donc, on fait beaucoup d'influenceuses qui parlent de nous. On va faire un peu du word to mouth. Donc, c'est vraiment... c'est très organique. Okay. Et ce qui est très bien, parce que notre taux de rétention, par exemple, ça, c'est un chiffre qui me fait très plaisir et qui est très important dans notre industrie, qui est très haut. On est dans du 66-67%. Comment c'est calculé? C'est le nombre de personnes qui ont acheté une fois qui rachètent une deuxième fois? Exactement. Donc, c'est vraiment... on est là, c'est-à-dire que quand on arrive à avoir un client, il reste avec nous pour une longue durée. Donc, c'est des gens qui vont acheter, qui vont être très contents de leur achat, qui vont être satisfaits de l'expérience et qui vont revenir pour acheter encore. Donc, là, on est dans l'acquisition. Okay. On a besoin d'adhérer plus de personnes, on a besoin de grandir notre... Donc, si j'allais te demander justement la vision pour les prochaines années, c'est peut-être aller dans ce sens-là. C'est aller dans ce sens-là. Investir encore voir plus. l'Idati un peu partout. Et être plus présent et toucher plus de monde. Toucher plus de monde, absolument. Et en restant focus sur le Maroc, ou dans quelques années, tu te dis, en fait, l'Idati, c'est peut-être... C'est vrai que c'est un projet qui est très facile à exporter ailleurs, parce que voilà, on est dans le digital, ouais. C'est très simple. Là, pour le moment, on est sur le Maroc, c'est-à-dire qu'on a l'ambition d'aller ailleurs. Mais il y a tellement de trucs à faire. Il y a tellement de trucs à faire au Maroc, c'est-à-dire que c'est un marché qui est très, très vierge. Ouais. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de projets, c'est-à-dire qu'on a parfois des idées, on s'est dit, mais il faut que quelqu'un fasse ça. Donc, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de patience. Vraiment, c'est-à-dire qu'entreprendre au Maroc ou même ailleurs, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et il faut être très courageux. C'est quoi justement tes conseils? C'est une question que je pose toujours, mais là, tu commences un peu à répondre. Ouais. C'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut lancer sa boîte au Maroc? Une jeune femme, ou un jeune homme, ou moins jeune, n'importe qui veut lancer sa boîte, même après quelques années d'expérience. De manière générale, c'est quoi tes conseils? Ne le fais pas. J'ai envie de dire. Déjà, savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire que c'est-à-dire que
il faut connaître les enjeux. C'est-à-dire que quand on entreprend, souvent il y a des personnes qui pensent que on sera plus flexible, on aura on va dire l'équilibre entre sa vie de tous les jours donc le work-life balance, il faut l'oublier. Et c'est quelque chose que je combats tous les jours parce que j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Heureusement que mon mari travaille avec moi. Mais j'ai deux enfants en bas âge, donc 5 ans et 9 ans, qui ont besoin de moi et qui représentent la partie la plus importante de ma vie. Donc, je vais rien faire qui va mettre ça en péril. Donc, déjà, comprendre ça. En tant que femme, déjà, c'est beaucoup plus difficile qu'un homme. C'est-à-dire que nous, souvent, quand on se présente, on dit qu'on est maman, alors que souvent, les hommes, ils vont jamais dire... C'est rare où un homme va dire « je suis papa ». Donc, moi, je vais le dire « je suis maman ». Donc, c'est vraiment... Mes enfants représentent une très grande partie de ma vie. Donc, pour trouver cet équilibre, c'est très facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire plus d'heures que d'autres personnes. Alors qu'on a souvent l'impression que quand on va avoir son propre projet, on va faire moins d'heures, on va pouvoir voyager quand on veut, on sera au bureau quand on veut, partir quand on veut. Oui, ça, c'est possible, mais c'est pas... Dans la réalité, c'est ton projet, donc tu vas faire le max. Absolument pas. Il faut vraiment persévérer, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de barrières parce qu'il y a bien une raison... Pourquoi c'est pas tout le monde qui entreprend? Parce que c'est très difficile de le faire et c'est très difficile de persévérer. Parce que souvent, on se dit, ça fait, j'en peux plus, c'est pas possible. Vraiment. Et ça, c'est-à-dire que même hier, c'est-à-dire que pas loin qu'hier, où je me dis, j'en peux plus, j'arrête tout. Limite, je me dis parfois, j'aurais pu investir cet argent ailleurs, j'aurais pu ne pas travailler, mais vraiment. Mais je me suis lancée dans ça, c'est-à-dire que j'ai fait ça, limite, c'est ce que mon mari me dit. Il me dit, mais c'est toi qui as décidé de faire ça. Donc, je dois assumer mon choix. Et heureusement que je me rends compte que je suis faite pour ça, parce que sinon, j'aurais arrêté il y a longtemps. Donc, vraiment, c'est un peu le conseil que je donne, c'est être très passionné. Il faut être passionné par le projet dans lequel on veut se lancer, parce que sinon, c'est impossible de pouvoir persévérer. Sinon, quand c'est dur, on ne tient pas. Quand c'est dur, on ne tient pas. On lâche et on se dit, ça y est, c'est pas fait pour moi, je passe à autre chose. Oui, très intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet, avant ça, qu'est-ce que tu fais d'autre pour avoir ton équilibre? Est-ce qu'il y a d'autres activités que tu fais dont tu as besoin pour garder ton équilibre avec le travail, etc.? J'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde des séries que j'aime. Mais c'est des choses que je fais, c'est-à-dire que je dois prendre beaucoup sur moi, dans le sens où je sais que pendant la journée, alors on a 24 heures, parfois je me dis j'aurais aimé avoir 24 heures où j'ai pas besoin de dormir ou de manger, parce qu'il y a tellement de choses que je dois faire tous les jours et je n'ai pas le temps de les faire. Donc déjà ça, c'est pas bien. Je fais du sport, ou bien je vais dire, je faisais du sport, là j'en fais beaucoup moins. Donc je faisais du yoga, de la méditation. Là j'ai plus le temps de le faire et c'est pas bon parce que ça prend sur ma santé mentale aussi. Et là je commence à le sentir. Donc 2 ans à me dire que je suis superwoman, je peux faire tout ça. Ouais. Je peux être là présente à la maison, je peux être là pour mes enfants. Donc moi je dépose mes enfants le matin à la maison, à l'école. Après je reviens à la maison, je me prépare, je vais au travail. Après je dois les récupérer de l'école, les devoirs, le dîner. Donc vraiment je pense pouvoir faire tout ça, mais c'est pas possible parce que c'est pas, je suis humaine et c'est juste impossible de le faire. Donc, trouver l'équilibre, c'est pas évident. Donc, je fais ça vraiment. Je vais faire ces choses-là quand j'ai fini ma journée, quand les enfants vont dormir. Donc, je me donne 2-3 heures où je vais faire des choses pour moi. Donc, mon me time, où j'essaye un peu de me déconnecter, de faire des choses que j'aime, comme regarder la télé. Donc, je viens du monde un peu du cinéma, de la télé. Donc, c'est des choses qui me réconfortent. Ça reste, voilà, donc je fais ça. Les week-ends, j'essaie un peu de passer du temps en famille, avec mes enfants, avec mes amis. En voyage, on adore le voyage, donc ça, c'est des choses qu'on fait dès qu'on peut, même si on va quand même travailler pendant qu'on est en vacances, parce qu'on n'est jamais en vacances quand on est entrepreneur. Donc voilà, donc c'est des petites choses qui font plaisir, qu'on essaye de faire plus souvent. Mais
comme dit mon mari, parce qu'il a plus d'expérience que moi dans l'entrepreneuriat, il me dit c'est un choix à faire, on ne peut pas avoir les deux. Donc, il faut se donner 5 ans où on va vraiment tout donner, où on va oublier, on va dire, le côté social. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas se dire, je suis fatiguée, je veux voir mes amis, je veux voyager, je veux passer du temps avec les enfants, mais j'ai envie de scale up ma boîte et je veux devenir le numéro 1 e-commerce au Maroc. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Ok, super Donc, intéressant. Et on a eu l'objectif, être le numéro 1 e-commerce au Maroc. Absolument. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé avant de terminer? On a parlé, non Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a plein d'autres trucs, mais bien on a sûr, fait un bon tour. Après, il y a des choses, voilà, donc on a parlé un peu de barrières d'entrée. Donc ça, c'est des choses, déjà, c'est important. C'est-à-dire que c'est un négatif et c'est un positif en même temps parce que ça rend les choses plus difficiles, certes, parce que c'est-à-dire que là, quand on parle pour nous, un peu les barrières d'entrée, mais on va chaque chose dire que pour vous avez fait quelqu'un où c'était d'autre. difficile, il faut les faire pour vous. Absolument. C'est-à-dire que l'importation, c'est un sujet très vaste. Les législations, elles changent tout le temps. On pense faire les choses, on fait les choses d'une manière, mais après, ça change du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment avoir, on va dire, le courage de se dire c'est pas grave, je vais changer les choses parce qu'ils ont changé, je vais m'adapter. Donc c'est on va dire le fait de se dire de jamais laisser tomber parce que la volonté. On se dit que ils nous mettent des barrières dans les roues et c'est la réalité parce qu'il faut le dire hein. Mais on se dit, c'est là où il faut se dire il y en a qui vont tomber, qui vont se dire ça y est, je reste derrière, il y en a qui vont surmonter avec l'obstacle et se dire et ils vont créer un obstacle par rapport exactement. à Et ça limite, c'est-à-dire que ça donne l'obstacle à d'autres personnes qui vont se dire je pourrais pas faire ça parce que c'est pas fait pour moi, surtout pour les grosses boîtes. Quand on est petit, quand on vient de commencer, on se dit c'est pas grave, on va y arriver. Mais quand on voit des géants, quand on se dit que s'ils veulent rentrer au Maroc, les barrières d'entrée qu'ils vont voir, ils n'ont même pas idée. Ouais, ok. Hyper intéressant, merci beaucoup. Vraiment, j'ai pas envie d'être pessimiste, je suis très optimiste. Non, je pense que c'est des conseils réalistes. Il y a plein de choses à faire au Maroc. Tu l'as dit, tu as dit qu'il y avait plein de choses à faire, plein de projets, plein de choses intéressantes. Tu disais qu'il y avait tellement d'idées que tu disais ça, on n'a pas le temps de le faire, mais il faut que quelqu'un le prenne parce que c'est un full-time job chaque idée. Donc voilà, bravo pour ce que vous avez fait, hyper intéressant et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.